Eh bien, bonsoir à toutes et à Bonjour tous. à toutes et à tous, ouais. Eh bien, bonjour à Ouais. Vincent, Nous, on a bonjour eu une Colin. petite réunion avant l'émission pour essayer de mettre en place certains trucs, on va Oui, voir. parce qu'on Parce que s'aperçoit des fois voilà, qu'on a des films en double, des films dont on reparle beaucoup. ben, sur la longueur de l'émission aussi, on a discuté un peu de ça, parce que c'est vrai, sur 3 heures, c'est un peu long. Pas forcément de traiter toutes les nouveautés chaque fois et d'attendre un peu que tout le monde ait un peu vu tous les films pour avoir un peu un débat entre nous. Parce que c'est vrai, quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. Cette fois-ci, on va faire un peu comme les autres fois. Mais pour les autres fois, je pense que ça serait bien de réfléchir là-dessus. Enfin, c'était une idée. Mm. Et du coup, si vous avez des retours d'ailleurs dans le chat à Ouais, propos de ça, si vous avez des envies, des idées, exactement. n'hésitez pas à nous les Ouais. faire en live ou alors sur YouTube Ouais. pour nous faire. Oui, complètement, complètement. C'est une nouvelle forme coupée. C'est nouvelle année, nouvelle chose. On a maintenant la chance d'avoir de poster sur YouTube les rediffusions de nos lives. Donc du coup, vous pouvez mettre en commentaire des améliorations qui seraient possibles pour nous pour le faire. Donc n'hésitez pas à en parler. Ben, toujours, si l'émission vous plaît, à en parler autour de vous, etc. Et nous, on prend toutes les améliorations possibles pour améliorer ce travail. Eh bien, bonjour Claire. Check ça. Allez. C'est la séance. Allez, on va démarrer. Très Donc bien. aujourd'hui, on va parler de certaines sorties comme d'habitude. On en a 3 grosses. Elles sont normalement dans le titre du live. J'espère que le titre est bon. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. N'hésitez pas à nous dire Pas grave. si on a mis le bon titre. Je vais m'en occuper. La chambre d'à côté de Pedro Almodovar, notamment cette semaine. Il y avait un film qui est la semaine dernière, Inséparable, que toi, tu as pu voir. Je ne sais pas si toi, Non, Colin, tu as pu le voir. Et il y a tout un tas d'autres films. Ouais, je les ai bien sous les Toto yeux. Chan, La petite Mm. fille à la fenêtre, notamment. Et puis, oui, ça, c'est les grosses sorties. Enfin, c'est les sorties, c'est les films actuels, en fait. Hein. On va reparler un peu de Zemeckis et du cinéma italien vers la fin, Exactement. Voilà. Ok. globalement. Donc on commence par La chambre d'à côté. Allez, parce qu'on a tous vu, non? Oui. Ah, Oui, bah, c'est oui, nous avons parfait. tous revu. Nickel. 3, c'est le carton plein, on va dire, pour la chambre d'à côté. Donc Chambre d'à côté, film de Pedro Voilà, à Almodovar. nouveau avec Tilda Swinton. Tilda Swinton qui dans le Swinton. film a une phase avancée du cancer, Ouais. d'un cancer, Mm. et elle va vouloir s'échapper avec son ami, qui est joué par Par Julianne Moore. qui joue le rôle de Ingrid, donc. Voilà. Et Tilda Swinton, c'est le rôle de Martha. Voilà. Ingrid et Martha, Donc c'est qui, vraiment. qui sont amis et qui vont se retrouver pour passer cette épreuve. Traverser cette épreuve Voilà. qui est en fait un questionnement par rapport à notre relation à la mort, en fait. Hein. Certains ont peur, certains l'accueillent comme une délivrance. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées par rapport à ça et qui forcément nous posent une question par rapport au deuil qu'on fait, par rapport à des choses qu'on a perdues dans la vie aussi, hein, pour nous, en tant que spectateurs. Donc le film est assez fort là-dessus, déjà dans la thématique de départ. Et ce qui est intéressant chez Almodovar, comme souvent, c'est le choix des couleurs, enfin la photographie dans ses films en fait. Et là, il a choisi de se rapprocher de Hopper, des peintures de Hopper notamment, au niveau des choix des couleurs. Et il a fait venir d'ailleurs, pour l'occasion en fait, c'est pas lui, parce qu'il a tourné, c'est son premier film en langue anglaise en fait. Il n'est pas allé aux États-Unis, c'est l'équipe américaine qui est venue en Espagne, en fait. Donc ça a été tourné en Espagne, essentiellement. Donc c'est ça qui est intéressant, enfin Alors que c'est tout joué en anglais. Hein. c'est ça, en anglais. Mais c'est marrant parce que finalement, ça rappelle une époque du cinéma où les Américains travaillaient en Europe, notamment pour des raisons de loi fiscale, notamment, c'était plus intéressant de tourner en Europe. Et beaucoup d'Américains, notamment à la période des péplums, à la fin des années 50, venaient tourner à Cinecittà, tout ça, parce que c'était moins cher. Notamment des films comme Quo Vadis ou Ben-Hur ont été tournés à Cinecittà et pas aux États-Unis. Je viens de rappeler ça et finalement, Almodovar a fait un peu pareil avec son film. Il fait venir les Américains chez lui et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce comportement en fait. Enfin voilà quoi. Je sais pas, moi j'ai trouvé le film vraiment extrêmement bien abouti. Voilà, moi je trouve qu'il est peut-être trop parfait. En fait, je trouve que l'image est vraiment, depuis quelques temps, à Almodovar, j'ai l'impression qu'il met moins de sa propre empreinte dans ses films. En fait, ce film aurait pu être fait par quelqu'un d'autre d'Almodovar. Il a tellement c'est très bien travaillé dans l'image. En fait, Mm. il y a plein d'environnements sur lesquels il va, notamment avec l'architecture des bâtiments, Ouais. etc. Il y a beaucoup de travail dans la position dans le plan et tout ça. Moi, ce qui me gênait un peu dans le film, c'est que je le trouve trop parfait, en fait. Je trouve qu'il Ouais. il fait pas de...
il fait pas un pas de côté et je le trouve à cause de ça un peu trop Un classique. peu maniériste, tu veux dire, peut-être? Et pourtant, son sujet est vraiment passionnant. Je trouve qu'il arrive plutôt à bien faire en sorte qu'on s'attache à ces personnages, qu'on arrive bien à suivre leur histoire. Mais par contre, par rapport à un film qui gagne une compétition, pour moi, je m'attendais à ce que ça soit encore autre chose qui me mette une claque. J'ai pas eu une claque par rapport à ce que j'ai déjà vu dans le cinéma avec ce film. C'est très classique finalement, Bah malgré alors, tout. moi, mon petit avis sur le film, c'est que la photographie reste quand même superbe et magnifique. Ah, Je mais trouve que c'est tout parfait, je hein. trouve que scénaristiquement parlant, le film aurait dû se poser uniquement quand elles sont dans la chambre d'hôte, qui est vraiment genre la deuxième partie du film, et que toute la partie qui se passe à New York, dans l'appartement, ben, quand ils mettent juste un texte ou un carton où qu'elles en parlent, J'aurais mais préféré qu'ils approfondissent la partie finalement qu'ils fassent que dans. ça. Ok. Ça aurait pu être juste un moyen métrage comme. En plus, ce n'est pas la première fois que Pedro Almodovar joue avec Tilda Swinton. Ils avaient également joué pour La Voix humaine, qui est Tout un à fait. moyen métrage qui est sorti en 2020 Il se passe en intérieur et qui se passe uniquement à d'ailleurs. l'intérieur uniquement et c'est juste un huis clos. Et je pense qu'il aurait dû, en termes de beauté plastique, etc., je trouve que c'est vraiment réussi. J'aime aussi un peu moins les phases qui se passent en dehors de l'histoire où quand un des deux personnages raconte quelque chose, ça soit un accident ou ça soit. Bref, je ne vais pas en parler plus en détail pour éviter de spoiler, mais je pense que Mais vous du voyez coup, ce que je en veux. fait, c'est vrai que tout le travail avec les personnages qui sont secondaires est moins intéressant que vraiment ces deux personnages-là. C'est ça. Il y a moins de travail, même s'ils sont utiles à l'histoire, il reste beaucoup plus des personnages fonction que des personnages travaillés. Je suis d'accord. Donc pour moi, je pense que ça aurait dû rester que dans le cadre où ils sont que où ils sont que toutes les deux dans Pense l'appartement et après on voit la vie. Je sais pas parce que c'est intéressant le personnage, de Torturo qui a John Turturro, c'est vrai, qui arrive à un moment donné et du coup, c'est une manière aussi de donner plus de une assise plus actuelle au film, en fait, évidemment, par rapport aux problèmes écologiques, tout ça et par rapport à notre relation à la santé aussi parce que, finalement, même, le discours de Martha par rapport à sa santé est en opposition avec le discours qu'il y a ambiant par rapport à la maladie. C'est-à-dire que c'est toujours qui est toujours décrit par rapport à une guerre pour, lutter alors qu'en fait, il y a des choses que, bah, tu peux rien faire, il faut laisser faire. Il y a c'est pas une question de guerre ou de victoire, en fait, du tout, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait C'est vrai. et c'est souvent réduit comme ça dans les informations. On parle de la maladie comme ça, comme un truc qu'on doit vaincre absolument et c'est plus compliqué que ça, en fait, il s'avère, enfin et moi, je trouvais ça intéressant parce qu'en plus Martha est à la différence de Ingrid qui elle était, d'ailleurs les chemins se sont séparés. Elles se retrouvent pour cette occasion, justement, la fin de vie de Martha. Mais Ingrid, elle était, comment dire? Elle est allée dans le domaine de l'écriture fictionnelle, en fait, alors que Martha est restée, dans la réalité en étant reporter de guerre, tout ça. Donc Mmh. c'est intéressant cette relation qui va se créer entre 2 en fait et qui est complexe parce que finalement, moi, je me suis posé la question, une personne qui me fait ça à moi, en fait, je dis: «Mais pourquoi tu me fais ça?» Enfin franchement, Ouais. c'est injuste, quoi. On peut se mettre à la place de Ingrid et quand Martha lui fait la demande de l'accompagner, je dis: «Mais c'est quand même quelque chose d'assez hard». Enfin, je C'est à sais la pas, fois très quoi. douloureux, très dur et puis même c'est très bah, un peu égoïste du personnage, mais après je peux comprendre aussi d'une autre façon, Mmh, c'était vraiment une personne importante dans sa vie, même s'ils mmh. se sont juste restés soudés Ouais, ils sont vers la restés fin et cetera. liés, Ils sont vraiment très liés mmh, et j'aime beaucoup leur relation toutes les 2. J'aime beaucoup aussi la façon comment Pedro Almodovar filme la vieillesse. mmh. C'est très rare de voir Les corps en des fait, corps et cetera et puis le même, corps, filiforme de Tilda Swinton. c'est ça, mais même genre oui, que ça soit des hommes ou des femmes, Mmh. qui sont à la fin de leur vie et cetera et ils filment ça avec d'une beauté, Bah, quelque une chose d'assez humanité, pur, ouais, un humanisme, réel en fait. Il y a complètement vraiment et je l'esprit humaniste, de ouais, Almodovar est évident quoi, dans ce film, enfin mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un côté humaniste et en même temps, il y a ce côté distancié qu'il y a effectivement avec cette référence à la peinture de Edward Hopper. bien Bah, sûr, oui. je le note parce que dans le positif, ils le disent, le titre du tableau qu'on le voit en fait, qu'on voit dans le film, c'est People in the Sun, qui est un tableau de 1960. Et il fait directement référence parce qu'effectivement dans la nouvelle, la demeure de fin de vie, on va dire, il y a ces transats en fait où ils s'allongent et elles s'allongent toutes les 2 pour regarder, la nature en fait. Qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le tableau de Edward Hopper en fait. On voit que les personnages et on voit pas ce qu'ils regardent en fait. Transat qui sont limite un personnage du film, hein, Ouais, d'ailleurs. complètement, ouais, parce que même c'est oui, après on va pas rentrer dans le détail, mais
Il y a aussi la réflexion sur l'euthanasie, c'est quand même une question qu'on se pose depuis déjà une dizaine d'années, Bien le sûr. droit le droit à la mort quand la situation est compliquée, d'un point de vue de par rapport à la souffrance. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois c'est un sujet actuel, mais en Oui, même temps le traitement, c'est très personnel aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il OK. y a à la fois cette valeur universelle par rapport à notre relation à la mort, mais en même temps c'est personnel parce que justement c'est le regard de Pedro Almodovar sur ces 2 femmes, l'une qui a peur de mourir et l'autre qui souhaite mourir parce que voilà, elle en peut plus et puis finalement c'est presque une libération pour elle et c'est ça qui est intéressant et finalement on ne sait pas qui aide qui? Est-ce que c'est Martha qui aide Ingrid ou c'est Ingrid qui aide Martha, quelquefois? C'est un peu Peut-être, des 2 en fait, j'ai je sais pas. l'impression. Enfin, Dans le chat, ça demande quel est notre film d'Almodovar préféré. Est-ce qu'il y a ou plutôt que des préférés, ça peut être aussi certains qu'on peut conseiller j'aime ou bien des Volver périodes? en fait. Volver, il est Ouais, hyper connu, il est assez j'aime bien classique. Volver. J'ai Il pas marque. tout en mémoire en fait. Alors moi, je Mmh, connais moins les films d'avant Volver. ouais. Je connais plus Volver, mais pas trop ce qu'il y a avant. Je sais pas si toi, Femme non? au bord de la crise d'honneur, c'est pas lui, non? Si, Oui, si, ouais. Ouais, si c'est ça lui. aussi ça m'avait bien plu aussi. Mais, Ouais, mais Pedro Almodovar, je n'ai vu que Madres Paralelas, celui qui est juste avant en fait, son film juste ouais, avant, ses 2 moyens métrages, donc Strange Way of Life, qui est sorti l'année dernière, et mmh, La Voix humaine, et c'est du ça, ouais. coup, ce film, donc ah si, j'ai vu Avec le Film western à dedans, ouais. Talon Aiguille aussi. J'ai pas trop aimé, mais bref, Mmh, Moi, j'avais vu La Piel qui habito aussi, que j'avais trouvé ouais, là beaucoup plus caractéristique un peu de d'une période mmh, d'Almodovar, où là, pour moi, il tentait encore des choses plastiques et des choses comme ça ouais. qui allaient un peu plus loin. Tu penses toi? Ouais, ben moi, je trouvais qu'il était assez original quand même, le film, par rapport à des films plus récents, que je trouve où il y a Ouais, vraiment une patte plus oui, travaillée, je vraiment un truc comprends. plus caractéristique. Mais on pourrait dire la même chose de Clint Eastwood avec Joueur numéro 2, hein. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, ils sont mais c'est peut-être trompeur, hein, peut-être, parce Oui, qu'il c'est y a un peut-être. côté, très contrôlé dans ces 2 films, finalement. Très contrôlé d'un point de vue plastique, les mouvements de caméra, enfin, surtout les mouvements de caméra dans le film d'Almodovar, là, bah, La chambre d'à côté, moi. Mais, il y a vraiment des mouvements de caméra qui sont dignes des mouvements des mouvements de caméra que faisait Hitchcock dans ses films, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il suit les personnages progressivement, vraiment des mouvements, des plans séquences où la caméra, bouge, tout doucement et qui va accompagner le mouvement futur des personnages, en fait. Ça et vraiment ça souvent dans les films de Hitchcock où et c'est un peu la force souvent du c'est marrant parce que Almodovar est pas américain et finalement il tourne de manière très américaine dans Bah, ce film, après, en fait. il a sans doute Ouais, des très un style, inspirations. ouais, je pense que après voilà, c'est peut-être là-dessus que ça t'a peut-être un peu, Alors oui, il y a un parce rythme qu'il qui y est a un rythme qui créé. est pas du tout Ouais. espagnol finalement. C'est Bah, il y a peu de choses espagnoles dans ce film, si ce n'est des couleurs, chatoyantes et mais finalement qui sont très froides. oui, c'est Elles ça, sont ça reste un peu froid. Et d'ailleurs, ouais, ben, c'est peut-être pour ça aussi que il s'est orienté vers du cinéma plus américain avec son dernier film, pour le c'est coup. possible, peut-être que c'est, il réfléchit certainement à la fin de sa carrière. Almodovar, il est plus tout jeune, il a 60 ans, je crois. Il a déjà gagné un prix Lumière. Et prix Lumière, enfin, ouais, en fait, c'est finalement un peu inquiétant quand on a le prix Lumière prix Lumière parce que ça veut dire que l'affaire se rapproche. Enfin, je sais pas, un peu Oui, il y a penser un à ça, petit côté, on te remercie pour un ta côté carrière, ouais, donc du coup, est-ce que t'es pas un peu démesuré, tu sais, un fini? peu, non, mais je suis pas encore mort, en fait. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Colin? Bah, le film parle de la mort, donc du coup, il se Ouais, pose des questions très actuelles sur, ouais. ce Mmh. qui se passe à peu près dans sa tête, donc je savais pas si c'est son dernier film. Fallait aussi le mettre en parallèle avec Cry Macho de Clint Eastwood aussi, J'ai qui pas parlait vu. exactement aussi de la vieillesse, de quelqu'un qui était complètement paumé, Ah d'accord. avec les nouvelles choses et cetera, donc certes, on parle que le cinéma est très vieillissant et cetera, mais je trouve que les personnes, bah, qui sont un peu en fin de carrière, dans le cinéma, ils se reposent des questions et on voit que Et ça va s'échauffer. je pense que par rapport à ce que tu dis là sur le cinéma finissant, Mmh, bah, c'est qu'aussi il y a autour, tout le monde peut faire des films maintenant. Enfin, je veux dire, bien il y a sûr. l'internet, la télévision qui est partout. Enfin, je veux dire, en termes de subvention de cinéma, c'est la télévision qui subventionne aux 3/4 le cinéma, en tout cas Mmh. en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que les maisons de production sont super puissantes depuis des années, à part certaines qui ont périclité, mais c'est vrai que ça même entre nous, et je pense que même, vous en tant qu'auditeur, vous avez réfléchi, vous voyez bien que le cinéma essaye toujours de proposer quelque chose qui puisse rivaliser, en termes de qualité vis-à-vis, de cette profusion d'images partout, quoi. Je veux dire et c'est une question que se posent même les réalisateurs actuellement, les producteurs, même quand ils investissent, quoi.
c'est pas évident de faire des films aujourd'hui dans un monde où l'image est partout. Enfin, Je voulais illustrer ça un peu avec ce qu'a fait Costa Gavras notamment, parce on en a déjà parlé un peu dans l'émission plus tôt, vu il y a eu des films de rétrospective sur lui, et notamment son dernier film, qui parle de la fin de vie justement, donc c'est hyper proche dans le sujet, qui n'est pas encore sorti, je crois que le film n'est pas encore sorti. c'est en attendant, non? C'est un film Comment ça s'appelle déjà? où je sais plus le nom du film, mais c'est un film sur les soins palliatifs Ah, avec ok. donc du coup voilà. Du coup, c'est un truc. Du coup, il y a un thème proche en fait du film d'Almodovar. Et pour le coup, Ouais. moi, quand j'ai vu le film tout récent de Gavras par rapport à des Z ou d'autres films qu'il a Ah fait ouais, avant, un film je ça. trouve que dans le traitement de l'image, il y a un côté dans son tout dernier film qui est hyper classique, hyper clinique en fait, dans le sens propre et figuré du coup. Et que je retrouve pas justement dans son cinéma passé. Est-ce qu'aussi les cinéastes, comme Clint Eastwood t'a Ouais, parlé, ouais, vers la Almodovar, fin, hein, ils là, de son finissent côté. par avoir une image peut-être un peu plus classique ou pas? Je sais pas. Distanciation, je pense. Peut-être. Peut-être une distanciation. Et on peut faire le parallèle aussi avec le cinéma d'Ozu, qui au tout début de sa carrière faisait des travelling, des trucs pas mal assez dynamiques dans ses films muets. Et au fil de sa carrière, il a été de plus en plus vers cette idée d'image fixe. Et ben peut-être que c'est aussi le cas C'est de l'affirmation d'un style, ouais. hein. Je pense que normalement, peut-être que l'idée pour eux, pour rivaliser, face à ce monde d'images, c'est de s'en tenir à des choses très précises en termes de formalité, de construction et peut-être de justesse parce que dans beaucoup de films, ces films-là, effectivement, sont un peu plus distanciés, mais c'est pas plus mal peut-être parce que on n'arrête pas de nous ressasser cinéma, émotion, oui, d'accord, mais on n'est pas fait que d'émotions, on est fait aussi de pensées, en fait, c'est important de et que les 2 sont en lien, en fait et peut-être que ces cinéastes-là, dans un monde où il y a vachement de pulsionnel, où les gens, partent dans des délires de haine ou d'amour ou de passion, d'être un peu plus, de prendre la distance et de réfléchir parce que le cinéma, c'est aussi un objet de réflexion. C'est pas que, se laisser aller, ou, fuir le réel, pas du tout. Je pense pas que je pense que le cinéma nous aide pour moi en ce qui me concerne à apprécier davantage le réel en tout cas et à réfléchir sur ce qui se passe en fait autour de nous. Pour moi, il y a une question de postérité et je pense qu'on va terminer sur ça pour La chambre d'à côté. C'est juste que chaque réalisateur laisse leur marque, leur trace dans l'histoire Ouais, en réalisant un film et je trouve que c'est la même chose pour chaque artiste, que ça soit dans n'importe quel média qu'ils font ouais. et du coup, je pense que c'est juste quand les artistes arrivent à leur fin de vie, ils essaient de produire soit leur film ultime, donc c'est juste une question pour moi de postérité et de laisser sa trace, dans ce monde. Il y a de ça et je pense que la question de trace, c'est aussi notre relation à l'art surtout, l'art qui nous permet aussi de sublimer, notre peur de la mort, en fait, hein. Parce que depuis, ça c'est un truc depuis, de l'histoire, de l'histoire de l'humanité qui de la grotte de Lascaux, au cinéma actuel, en tout cas dans le cinéma. Dans ce film-là, notamment de La chambre d'à côté, c'est de dire que l'art aussi, il nous aide à nous, comment dire? À sortir de ce que la vie nous impose en termes de contraintes, en fait. C'est-à-dire qu'on est, on meurt, ça on le choisit pas, c'est un peu, dès qu'on commence à naître, en fait, on est enfermé dans cette prison un peu quelque part et que l'art nous permet de sublimer cet enfermement face à l'idée de vie et de mort, en fait. Donc des choses sur lesquelles on n'a pas toujours, contrôle, en fait. Oui, tout à fait. Et Enfin, du coup, sur cette approche autour de la fin de vie, moi, je vous invite à aller voir le film quand même. ouais, Vous allez être servi parce qu'il va y avoir, comme je disais, il va y avoir le film comment ça s'appelle, de Gavras juste après, d'accord. qui va sortir et qui aborde ces thèmes-là. Je pense qu'il y a plusieurs cinéastes qui abordent pas mal de choses autour de la Mmh. fin de vie à suivre. Mmh. Et on va parler maintenant de Personne n'y comprend rien, que tu as vu, Colin. Oui, je suis allé le voir mardi parce que Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, est venu le présenter en avant-première, au Cinéma Lumière. Personne n'y comprend rien. Bon, pour les personnes qui suivent l'actualité, il y a actuellement, Nicolas Sarkozy, notre ancien, président de la République, qui se trouve, en procès pour, ses financements avec, l'État libyen pour, Kadhafi et donc du coup, le documentaire qui a été Les talibans, tu veux dire? En non, Libye, en Libye. en Libye, Libye, en fait, le l'État flic, libyen. L'État libyen, ok.
Bah, la Pardon, cour excusez-nous. ouais. Du coup, il y a une. Oui, donc du coup, c'est juste un documentaire qui a été coécrit par Fabrice Arfi, qui était l'écrivain qui avait aussi travaillé sur l'affaire d'argent et de sang, qui revient sur comment des malfaiteurs ont détourné de l'argent. Et là, du coup, ça parle beaucoup de Mmh. détournement d'argent. Et c'est à la fois très complet, on voit vraiment de chaque chose en son temps. Le film n'est pas monté chronologiquement, mais par thématique. Je trouve ça un peu dommage qu'au moins on arrive un peu à perdre le fil de où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Mais finalement, moi, j'ai quand même bien aimé et je vous le conseille parce que, ben, si vous vous intéressez, bah, que ça soit à la politique, aux choses qui se passent actuellement, je trouve que c'est vraiment une bonne entrée en matière et Sur les caisses noires, ouais, sur cette notamment. question-là et puis même sur, comment ça Ce s'est qu'on appelle les passé d'un caisses point de vue noires, en fait, généraliste, ouais. parce que pour Sarkozy, ce que tu disais par rapport à Sarkozy, c'est qu'il a touché de l'argent de lui l'élection, sa campagne, en fait, Oui, pour sa campagne de politiquement. Ouais, 2012 ouais, ouais. et même, je pense que pour sa campagne quand il s'est représenté en 2017. Ouais, probablement, ouais. Ouais, donc du coup, voilà, Il c'est a dû dire: «Il y a de l'argent et je prends». donc voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller le voir. Et c'est possible que plus tard dans l'émission, justement, on en reparle si jamais on revoit le film entre nous, hein. Suggestion par rapport à ça, en fait, par rapport à La chambre d'à côté, et ça serait bien peut-être de parler de l'amour, reparler peut-être de l'amour au présent, qui finalement on retrouve des thématiques, Bah, en tout dans cas, les 2 on films. peut Est-ce que faire toi tu un. l'as vu, l'amour au présent? Je l'ai vu, c'est le premier film de l'année que j'ai vu. Oui, dans déjà comme thématique, on retrouve, que les 2 personnages principaux ont un cancer de l'utérus. Je trouve que j'aime beaucoup le film parce que en termes d'émotions et de sentiments, je trouve que ça fonctionne à 100. J'ai beaucoup pleuré et il y a beaucoup de séquences qui m'ont marqué comme la Tu as séquence de beaucoup l'accouchement. pleuré? J'ai beaucoup pleuré. À défaut de dormir, j'ai beaucoup pleuré. Je n'ai pas dormi Et c'est très dans le ventre, hein, d'ailleurs, au passage, le film, peut-être. finalement. Je disais du coup oui, mis à part ça, je trouve qu'il y a, j'ai un problème avec, certaines questions que pose le film. Parce que en vrai, le personnage de Florence Pugh ne voulait pas d'enfant au départ. C'est le personnage d'Andrew Garfield qui l'a décidé. Le fait qu'elle ait re eu après une autre tumeur dans son utérus, pourquoi ils n'ont pas adopté d'enfant? En Ouais. termes de paternalité, c'est la même chose, pour moi, c'est juste le seul hic et je comprends pas pourquoi Bah, la question est posée et ça reste quand même très rétrograde et ouais. très conservateur en termes d'idées. Après, est-ce que, ouais, la question, c'est vrai qu'elle n'est pas développée dans le film, mais c'est pas non plus sur ça qu'est basé le film. Bien sûr. C'est un élément dans le film qui permet, ben, justement, de voir des désaccords dans le couple. Est-ce que après c'était le bon élément? Je ne sais pas. C'est possible que ça soit pas un bon élément de discorde dans un couple, mais moi je trouve que ça reste très, comment dire? Ça arrive à pas rentrer trop dans des tropes ou trop dans des choses qui sont artificielles dans la vision du couple, tu vois? Je Oui. trouve que ça reste quand même assez humain avec le couple, même si je suis d'accord avec toi que ça aurait pu mériter un peu plus d'attention. C'est quand même un enjeu central, Non, non, vas-y, vas-y, pardon. ça reste quand même un enjeu central, dans le film, niveau scénario. Donc du coup, moi, mes personnages, j'ai adoré, je trouve en termes d'émotion, c'est parfait et les personnages sont aussi doux, tu envie de leur faire des gros câlins, tu envie d'être avec eux, de manger des smoothies avec eux. Bref, je trouve que le couple est beau Ouais, et voilà. on pourrait dire qu'au départ, ça peut pas on commence un peu comme un roman de gare à l'eau de rose, et puis progressivement, ça devient autre chose. Au Oui, début, finalement, le départ était assez banal, assez basique, et presque les émotions, le problème du film, au départ, c'est moi, j'ai éprouvé assez peu d'émotions parce qu'il change sans arrêt de temporalité. On n'a pas le temps de rentrer dans les scènes parce que c'est pas chronologique, donc il joue là-dessus, en fait, et en même temps, progressivement, on s'habitue à ce système de changement de temporalité, de changement d'époque, et pour apprécier davantage le questionnement sur que vous disiez sur l'amour, en fait, est-ce que, on doit s'oublier en tant qu'individu dans l'amour? Que la question, elle se pose là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'individu, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit oublier, ce qu'on est en tant qu'individu et ce qu'on veut aussi, en fait, Bah, en fait, il y a c'est ça mon 3 point. entités. Il y a Ouais, les personnes individuelles ouais, et le couple, et le fait de fonctionner en couple, c'est une entité à part. Faut et que tu puis arrives à fonctionner dans les le couple. projets aussi. Ouais, Finalement, le 3e personnage, c'est un peu le projet, en fait. oui, tout à fait. Il y en a un qui veut ça, mais finalement, l'autre, dit que: «Calmos, hein, on n'est pas pressé». Là-dessus, c'est plutôt bien parce qu'il y a une séquence justement, de cuisine, ça se passe dans la cuisine où il parle comme ça,
il a le droit de vouloir certaines choses et elle aussi de son côté en tant qu'invité, elle a le droit de dire: «Écoute là c'est un peu dur, profite déjà du présent, on verra plus tard». Et il y a un petit froissement et puis lui il réalise: «Bah oui, j'ai eu raison de dire ça et en même temps j'ai raison de dire, «Pardonne-moi» parce que je suis allé un peu fort». Il y a c'est intéressant là-dessus, je Et trouve, il y a tout une intelligence. l'enjeu, bah, c'est un enjeu social, ça arrive à se comprendre et je trouve que le film met bien ça dedans parce que on voit des personnages qui arrivent à s'écouter, mine de Mmh. rien, qui ont des volontés propres et qui arrivent quand même à s'écouter, qui arrivent à pas être d'accord et au bout d'un moment à se comprendre pour avancer. Et pourtant, des fois, il y a des gros désaccords dans le film, mais Mmh. ce que je trouve intelligent, c'est que on n'en fait pas des caisses. C'est-à-dire qu'on va pas te Mmh. faire éclater un drame, Non, il éclater y une a il y a il situation. y a un truc très juste Ouais. par rapport au corps pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Par rapport au travail sur le corps d'Helmut, en fait, qui fait que justement, le réalisateur a vraiment travaillé sur son corps, l'évolution de son corps en permanence, les cheveux, le ventre, enfin, tout ça. Ce qui est assez inhabituel dans le genre de film où finalement le corps est on parle de la relation amoureuse, le côté romanesque, tout ça, mais le corps est complètement, mis de côté. Alors que là, dans le film, on parle vraiment en tout cas du corps d'Helmut et Tobias qui lui est dans un monde où finalement le corps n'existe pas, il travaille dans une entreprise où finalement, il est juste un pion. C'est ça qui fait la complémentarité peut-être des 2, c'est que lui, peut-être à travers elle et son évolution, il arrive à comment dire? À vivre en tant qu'individu aussi alors parce que dans son bureau, lui dans son travail, il n'existe pas. Donc, Ah oui, oui, c'est bon il sûr y a qu'ils ont pas du tout la même relation et ça va avoir des impacts d'ailleurs dans le film, hein, bah, c'est le rapport que chacun des personnages a à son travail. Moi, je pense que juste pour, finir, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière du Ouais. film et cetera. Le personnage, bah, d'Andrew Garfield, je trouve il est très peu développé comparé au personnage de Florence Pugh. Je trouve ça vraiment nettement dommage et le fait qu'on aurait pu voir aussi sa vie au travail, au bureau, tous ses collègues de travail en pensent, je ne sais pas, il pense que quelqu'un peut parler de sa vie, de ses problèmes aussi ou même chez un psychologue et cetera. Je trouve le personnage d'Andrew Garfield n'est pas assez développé. C'est aussi Bah un autre grief. moi, en fait, je suis un peu d'accord avec toi et je trouve que ce truc-là a été pas mal créé, je pense, par la façon dont sont agencées les scènes où elles se répondent Oui, et par le fait qu'en plus, on essaye beaucoup de travailler le côté émotionnel à fond, ce qui à marche, un ce qui niveau fonctionne. qui fonctionne, mais où on pourrait être à côté. J'en parlais la dernière fois Ouais, dans l'émission. Je dis, il y a un petit côté formel où on essaye de mettre les notes de piano, mmh, tout un truc qui pourrait être, qui pour moi peut être répulsif à un moment mmh, donné. Parce que je me dis, là, on essaye en tant que spectateur, de m'avoir et on joue avec moi. Et on joue un peu avec toi, hein, on va pas se mentir dans ce film. Mais je trouve que là où le film réussit, justement par rapport à d'autres films qui sont à l'eau de rose ou des trucs comme ça, c'est que bah, justement les films que je déteste, c'est que quand on fait des caisses, souvent c'est des films qui sont très à l'eau de rose, qui sont très mal écrits et qui sont des gros Ils sont clichés. Et un c'est peu pas le plus cas dans ce film. pathétiques, en fait. Alors Voilà. que là, il a peut-être son choix d'avoir fait, jouer sur les temporalités, un peu nous perdre dans le temps, c'était pour pas trop tomber dans la complaisance de la chronologie classique, en fait. Et je trouve Je que ça pense marche que c'est bien. peut-être le choix qu'il a fait. Alors Ça ça marche pas au compense. début. Oui, oui. Pour moi, ça marche pas au début, puis progressivement, moi, au bout d'1 heure de film, je dis: «Ah tiens, ça commence à marcher, la sauce, elle prend» et c'est peut-être pour ça que la critique était un peu dure avec le film là-dessus. Moi, je préférerais, me concentrer sur, le jeu des acteurs et puis surtout, ce travail qu'il y a sur le corps Tout de à fait. Helmut, en fait, qui me paraît intéressant, qui est très rare dans ce genre de film romanesque. Remarque, on pourrait parler à ce propos parce qu'il y a le film avec, ça peut faire penser à un film de Douglas Sirk, Elle et lui, avec Cary Grant et Deborah Kerr, qui a été fait à la fin des années 50. Aussi, il y avait une relation amoureuse et aussi, il y a eu des questions aussi du corps de Deborah Kerr dans le film. C'est intéressant de Eh ça peut ben, être une piste pour vous, faire une relation entre, eh ben, plusieurs films. sur ces bonnes paroles, on va passer au film suivant. N'hésitez pas à aller voir le film, hein. Moi, je J'ai dit pense. Douglas Sirk, c'est ça? Toi, tu as Allez-y? dit J'ai Douglas. parlé, allez-lui, c'est je me suis j'ai Alors, je sais pas si c'est Douglas si Sirk, c'est mais Douglas Sirk, allez-lui, ok. Deborah Kerr et Cary Grant, ouais. N'hésitez pas à aller regarder le film de Douglas Sirk si vous voulez aller approfondir pour comparer avec la L'amour au vision qu'il y a présent, dans L'amour au présent. ouais. Et maintenant, on va passer à Hiver à Sokcho. Donc, Hiver à Sokcho, c'est un film avec Roche Dizem de, Koya Tamura. de Koya Kamura. Et c'est un film qui se passe en Corée du Sud. Donc, en fait, il se trouve qu'un beau jour, une sorte d'écrivain qui est joué par Roche Dizem, va rejoindre la Corée du Sud pour passer quelque temps afin d'écrire. Alors, je crois que c'est plutôt un dessinateur, ouais. Euh,
on va dire un artiste qui vient passer dans la région donc dans la ville de Sokcho pour son travail finalement, pour s'isoler, pour en savoir un peu plus sur la ville. Et on va pas du tout être centré sur le personnage de Roche Dizem, on va être très centré sur le personnage de la personne une sorte de réceptionniste, celle qui va l'accueillir en fait dans son logement. Et on va être autour avec elle vis-à-vis de la relation qu'elle a en termes d'appréhension surtout vis-à-vis de cet homme et ce que ça va changer avec son passage durant son séjour, donc durant l'hiver, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses questionnements, etc. Et là, pour le coup, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que c'est pas tant l'arrivée de Roche Dizem, enfin du français, en l'occurrence, celui qu'ils appellent le français dans le C'est en film. coréen, comme ça. Alors, c'est en français et en coréen. Non, mais ça se passe en Corée. Ça se passe en Corée, oui, ça se passe à Sokcho qui est en Corée. D'accord. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est que ça te prend un peu à rebours. C'est-à-dire que tu t'attends dans le film à ce que tu travailles beaucoup l'histoire autour du personnage de Roche Dizem parce qu'il vient, il débarque. Mais c'est pas ça qui va te montrer le film, c'est vraiment l'histoire de cette femme qui a fait des études de littérature et qui a un métier qui finalement est réceptionniste dans une sorte de pension qui permet d'accueillir en l'occurrence des gens pour des logements, quoi. Et du coup, tu t'attendrais à ce que tu ailles beaucoup sur le français et pas du tout sur... Et moi, je trouve que c'est vraiment passionnant parce qu'on va découvrir à travers ça tout le rapport que cette femme a avec sa famille, tout un tas de choses, de plein de sous-sujets qu'il y a dans la Corée. Notamment, on va entendre parler de sujets comme la chirurgie esthétique, tu vois, par exemple, des trucs comme ça, comme le rapport qu'il y a dans un couple, comme le rapport qu'il y a au mariage, comme le rapport qu'il y a en famille, comme les volontés, les projections qu'ont les parents sur les enfants, comme la nourriture, enfin, tout ce qui est autour de l'art culinaire, etc. Et moi, je trouvais que ce côté-là était vraiment très intéressant parce qu'il était très à rebours d'une construction classique. En fait, d'après ce que moi, j'ai pas vu le film, mais par rapport à ce que tu dis, finalement, le personnage de Rose Diem, c'est un peu nous, en fait, qui allons vers Swan, enfin, Ça peut, il arrive comme nous, on arrive dans comme un l'histoire touriste. ouais. C'est un prétexte pour, mais en même temps, Rose Diem, c'est un peu notre projection de nous, dans le film, en fait, qui rentrons dans la vie de Sua, je crois, ça s'appelle? C'est ça. Sua, ouais. Et du coup, C'est ce que je comprends, que chacun n'a pas les mêmes attentes. Roche Dizem est un ouais. touriste et elle Comme nous, en fait, elle a un hein. métier qui n'a pas vraiment... Comme nous qui sommes des touristes, Ouais, par rapport à ce c'est qu'on ça. voit, enfin, donc, moi personnellement, enfin, peut-être pas ceux qui sont allés en Corée, mais moi je suis jamais allé en Corée. Ah oui, truc important aussi dans le film, le personnage cette femme, j'ai perdu son nom, tu l'as dit 3 fois. Soua, Sua, voilà. Et en ouais, fait, truc important, ça c'est vraiment dans le synopsis, elle est bilingue. c'est elle est bilingue, elle Ouais. parle français, c'est pour ça Mm. qu'elle s'intéresse un peu à ce personnage de Rose Dizem. Mm. Et c'est pour ça que ça va lui évoquer beaucoup de choses, notamment sur le fait qu'on apprend au début, tout début du film, vraiment au tout début, que son père, elle l'a pas connu parce que il est reparti, il a quitté la Corée et son père était français. Et du coup, elle l'a jamais connu. Donc il y a un petit côté comme ça qui rend intéressant son approche qu'elle a envers le personnage de Rose Ça fait Dizem. un peu penser à une part manquante. Alors justement, c'est un anti Ah. une part manquante, je trouve. Ouais, mais dans les thématiques dont tu Voilà, parles, c'est la même thématique, ouais, mais c'est vu complètement Ouais. différemment. Ouais. Et justement, en ayant vu une part manquante, moi je trouve que Avec c'est Romain Duris pour avec venir Romain pour Duris, voilà. rappeler. J'ai trouvé que c'était très chouette d'avoir ce film-là parce que c'est une autre vision avec une autre approche qui me paraît beaucoup plus intéressante dans le propos. Là où dans une part manquante, finalement, on est beaucoup aussi dans un côté un peu stalker et tout. Il y a un petit côté comme ça qu'il n'y a pas du tout dans ce film. Il n'y a vraiment pas ça dans ce film. Et il n'y a pas cette recherche-là dans le film. Donc, ça donne un autre regard, finalement, avec des problématiques similaires. Mais bon, on est en Corée et pas au Japon. Donc, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Parce qu'au Japon, c'est vraiment vénère. Là, en Corée, il y a pas la même approche. Et voilà. Donc, moi, j'encourage. C'est pas un film qui a un immense film, hein. Et d'un point de vue plastique, est-ce que tu as remarqué qu'il paraissait intéressant La photo est très bien. La caméra, Ouais, enfin, ça ouais. fonctionne. C'est pas incroyable, mais il y a ces petits moments où on passe dans Sokcho, où on voit certains plans qui restent somme toute classiques, mais qui nous montrent un peu des endroits qui nous permettent de se dire, ben oui, on est là, etc.
sans pour autant en étant très humble, quoi. Il y a Je veux dire pas, des endroits qui sont importants pour elle, en fait. bah, il y a des Parce endroits que du là quotidien, des ouais, endroits où elle va passer, ouais, l'endroit, ben, justement vers cette pension, les d'accord. petits côtés, qui sont travaillés avec, ben, le patron de la pension, parce que c'est un mec qu'on voit aussi Mmh. dans le film qui a son intérêt. Et il y a tout un tas d'autres choses, donc je vais pas raconter parce qu'au bout d'un moment, sinon je vais dire le Mmh. film. Mais il y a d'autres choses qui sont explorées, d'autres voies qui sont explorées dans le film. Euh, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi je suis surpris par le film, et du coup c'est bien Par le finalement regard d'être du surpris. film, ouais, d'accord. Surpris parce OK. que ben, le scénario qu'il me propose n'est pas un scénario auquel je m'attends. Et ça, rien que pour ça, je trouve ça chouette. OK, d'accord, très bien. Bon, ben, un film à voir alors, hein. Donc Moi, film je l'ai à pas voir. encore vu, mais voilà. Toi non plus, Colin, non? Je ne l'ai pas vu non plus, mais je ne suis pas sûr qu'il m'intéresserait à fond. Bah écoute, moi je vous Il y a encourage des quand choses même à comme aller ça. le voir à un moment où vous voulez quelque chose, bah c'est un drame finalement, et du coup vous voulez quelque chose où ça va pas forcément aller dans le sens que vous voudriez que ça aille. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant pour ça. Ça marche. Et on va passer C'est maintenant marrant parce qu'on arrive à au film Toto-chan, la ah petite oui, fille à la fenêtre, que c'est toi Vincent qui l'a vu, c'est ça? ouais, ouais. Alors, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce qu'effectivement, il est pas super bien distribué comme beaucoup d'animés d'ailleurs japonais. Et on le voit où dans Lyon d'ailleurs, juste pour Bah, c'était savoir? à la Cité internationale où je l'ai vu en fait et alors il y a des Ah séances oui, en VF et des séances en VO sous-titré. Alors, comme ça fait déjà une semaine qu'il est sorti, le problème c'est que souvent avec le temps, les séances en VO, bah, elles disparaissent petit à petit. Il ne reste plus que les VF généralement et puis, après il reste plus rien du tout. film donc de Shinosuke Akamura. Ouais, je crois qu'il a travaillé beaucoup pour la télévision et on peut le mettre en relation, on peut mettre ce film en relation avec Le Tombeau des lucioles de 88 de Takahaka qui se passe avec des enfants justement et qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il y a un rapport à la pauvreté fort dans le film, Ouais, quoi. voilà, et par rapport à la guerre, mais en même temps, c'est beaucoup centré sur le personnage de cette petite fille en fait, qui est un peu dessinée comme une poupée d'ailleurs, hyper active, tout ça. Qui rentrent dans une école justement où un peu pour les personnes un peu différentes en fait, où on leur propose, une, u une accession au savoir avec des méthodes différentes que les méthodes classiques, les écoles classiques et donc du coup, on voit cette jeune fille hyperactive et c'est un peu à contre-pied et puis même inventive, elle est curieuse tout ça, à contre-pied avec ce qui se passe historiquement dans le Japon, qui s'enferme dans le nationalisme, enfin voilà, de l'époque en fait, où il y a vraiment une pensée unique et là du coup, on en découvre une autre pensée, C'est- qu'il y avait des gens qui étaient pas forcément dans le nationalisme forcené au Alors oui, Japon à l'époque donc pour répondre à la question qu'il y a dans le chat, je sais pas si c'était par rapport à ce film précisément, mais oui, ça a l'air d'être un drame, hein. pas vraiment en Ah, fait. c'est pas un Non, drame pas du vraiment? tout en Ok. fait. Le Tombeau du ciel, c'est pour ça que je voulais c'est un peu un autre regard par rapport au Tombeau des lucioles qui est plus un drame en fait, qui est vraiment axé sur les horreurs de la guerre, et de ce qu'ont vécu beaucoup de Japonais à l'époque avec la pauvreté et la faim. Là, il y a cet aspect-là qui est traité, mais on s'arrête pas à ça en fait. Le cinéaste a choisi de s'intéresser à ce caractère volubile de cette petite fille et de voir qu'il y avait pas que la misère, il y avait aussi d'autres choses. Bon, bien sûr, elle était là, la misère, c'était extrêmement dur, mais il y avait aussi, plein d'inventivité, plein de créations, plein de choses, en fait, et des gens qui continuaient quand même à vivre et à croire à la vie, même s'ils étaient environnés par un monde de mort, en fait, tout simplement et donc ce film est à contre-pied un peu du Tombeau des lucioles, même s'il y a un aspect dramatique aussi, hein. Mais, ouais, moi je vous engage à le voir parce que, même au niveau esthétique, c'est, super beau, en fait. Enfin, c'est bon, niveau ça m'a fait un peu le même effet, même si le film Blue Giant est très différent, hein. On avait parlé de Blue Giant avec au niveau esthétique, au niveau des couleurs, au niveau de l'inventivité, c'était très fort et puis souvent le lien avec la musique. Là, l'esthétique est au service de cette petite fille, en fait, enfin voilà, son caractère volubile, et sa grande sensibilité. Il y a aussi le personnage, cette rencontre qu'elle fait avec ce petit garçon qui a été victime de la polio, en fait. Donc il y a une relation qui se crée entre eux 2, en fait, d'empathie, en fait, hein, et qui est vraiment chouette. Enfin, c'est un film extrêmement humaniste, à contre-pied justement de ce qui se passait à l'époque avec la guerre, en fait, hein. Et bon, moi vraiment un film à voir, hein, Du enfin. coup, tu conseilles. Ah oui, vraiment, vraiment. Si vous pouvez le voir, allez le voir parce que moi j'ai eu un sentiment d'apaisement après ce film, voilà. Et maintenant, on va passer du coup au film Nosferatu! qu'on a déjà parlé. Non, mais c'est bien d'en reparler parce Oui, oui. que Et du coup, on Colin, va. peut-être toi tu vas
Oui, Voilà. n'étant le fait que j'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas pu vous donner un peu mon avis sur Nosferatu. Ouais. Euh, pour moi, ça n'a pas été le film de la rupture avec Robert Eggers, mais certes, je suis toujours attaché à son style de cinéma. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup le jeu des acteurs, surtout le jeu de Lily Collins, non, de Lily Rose Depp, pardon, et de Nicolas Hoult. Mais certes, je reconnais le côté un peu trop théâtral, pendant du jeu de Sacha Baron Cohen. Je trouve en termes d'horreur, ça marche très, très bien. En termes de décor, ça marche très, très bien. En termes d'effets spéciaux, ça marche très, 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 très bien. En termes de Mmh. pastilles pour la gorge, ça marche pas très, très, très bien. Non, ouais. Cependant, je trouve que le film est actuel, il parle de plein de choses d'actualité, mais je trouve que voilà, on a du mal à aller au-delà et pour moi, le film reste un peu moins marquant, peut-être c'est par rapport à son rythme, par rapport à l'histoire qu'elle est racontée. Peut-être par rapport à sa photo aussi, non? Bah, par rapport à la photo est très, très sombre, on voit pas grand-chose aussi. Certes, elle a voulu faire des scènes éclairées avec la bougie, ouais, comme l'avait fait Kubrick? Kubrick, ouais, pour Barry Lyndon. Mais voilà, le film est très bon, même très, très bon, mais pour moi, Mmh. avec le rythme, il manque pas quelque chose, mais voilà, je trouve que l'atmosphère Mmh. est très bien, mais voilà. Je pense que pour te rejoindre là-dessus sur, en fait, le personnage principal, c'est pas Nosferatu, hein, c'est Le celle compte en qui blanc. interprète le rôle de Ouais, Mina, en fait. Enfin, c'est pas son prénom dans le film, mais c'est Lily Rose Depp, en fait. C'est elle le personnage bien principal du sûr, bien film. sûr. Ce qui fait une différence par rapport peut-être aux versions, antérieures, en fait, le Nosferatu muet ou même le Nosferatu de Murnau. Mmh. Non, non, de Herzog, pardon. Marvel, ouais. Où, il y a une espèce d'équilibre entre, Nosferatu et Isabelle Adjani dans celui d'Herzog. Alors là, pour le coup, on est carrément du côté de Lily Rose Depp et c'est pour ça que j'avais fait le parallèle entre ce personnage de Mina, enfin ce dédoublement de Mina à travers elle et le personnage de Marie-Madeleine, dans la Bible, en fait. Il y a Claire qui nous demande si on a vu le Dracula de 1931 au ciné. Je Ouais, l'ai vu, justement, justement. c'était mercredi soir, oui. Donc du coup, on en parlera dans l'émission. Je ne sais pas si Ben, vous voulez qu'on en parle, on peut peut-être dès en parler maintenant? maintenant parce que Bah, très bien. Nosferatu, c'est une version en fait qui est une interprétation allemande, du mythe de Dracula, alors que Dracula, bon, c'est une interprétation théâtrale en fait du roman de Bram Stoker. Voilà Bah, c'est pour ça, mais après, il y a aussi une question de droit. On n'avait pas ouais, trop, les droits, pour Dracula, c'est pour ça qu'ils ont fait, Nosferatu Nosferatu. dans les années Bah, en Allemagne, c'était en 1922. 1922, ouais, ouais, c'est ça, bravo. Donc du coup, là, on Mmh. va passer au Dracula de Bram Stoker. Mmh. Je trouve qu'en termes de, Non, de Todd Browning, de Todd pardon, Browning, pardon, 1931 1931. avec Bela Lugosi Et pour, Lugosi, bien sûr. Je ouais. trouve que ce film a du charme, a du charisme, les décors sont magnifiques et les effets spéciaux fonctionnent toujours. Le film est tourné en noir et blanc, et je trouve que le film joue avec ça et il joue Mmh. beaucoup et je trouve que ça rend très, très bien. Les personnages sont beaux, le jeu est très bien. Bon, je trouve que l'acting de l'acteur qui joue, Renfield est un petit peu trop Ah over the ouais. top, mais voilà, je trouve que le film n'a pas trop vieilli en termes de Mmh. thématiques et les films restent très, très plaisants à voir malgré sa longueur. Mmh. Je pense qu'il aurait pu abréger, une ou 2 séquences, surtout vers la fin, parce qu'on a compris que, il a été démasqué, que Bah, Vanessa Hudgens et le cetera, truc, bref. qui est un peu par rapport, au jeu excessif du personnage de Renfield, c'est encore un cinéma 31 qui est très marqué par le jeu du muet, en fait, hein, Bien sûr, donc du coup, il y en a qui continuent à jouer comme dans le muet et en plus, alors, il se rajoute à cela la voix, en fait. bien sûr. Mais, mais après, si important de parler peut-être de l'histoire un peu de Bela Lugosi, en fait. Finalement, ce personnage de Dracula, ça l'a complètement enfermé, en fait, dans un rôle, en fait, parce qu'il toute sa vie, il a été marqué par ce rôle-là, en fait. Il a pas réussi véritablement à sortir de ça. C'est Newton, c'est comme, Robert Downey Bah, ouais. Jr. avec, Iron Man actuellement, par exemple. Bah, oui, c'est un super-héros de l'époque, en fait, hein. C'est-à-dire que Dracula, ça intervient tous ces films-là de monster movie, ça intervient juste après la crise de 29. Le choix du cinéma, c'est mettre le paquet sur des films fantastiques pour exorciser, les malheurs de la société de l'époque aussi quelque part et donc tous ceux qui ont interprété les rôles dans ces films-là, ils ont été marqués à vie en fait, parce que c'était tellement fort en fait pour le public, parce qu'il y avait une telle misère dans la société que ces films-là, ça leur permettait d'exorciser les peurs, enfin, de l'époque en fait, hein, de ce qu'ils vivaient au quotidien finalement.
Et je pense que c'est peut-être ça qui est important de parler en termes historiques, parce que ça n'a pas du tout été le cas, le même truc pour le Nosferatu de 1922, hein. Il n'y avait pas eu encore la crise de 29. Mais il y avait aussi le problème avec la République de Weimar, qui était, chancelante comment dire? En Allemagne. Donc il y a aussi un lien qu'on peut faire aussi historique par rapport à ça. Je parle de super-héros, tu parlais de super-héros parce qu'effectivement, c'est des super-héros. Nosferatu, c'est par exemple, pour faire le parallèle avec les films de super-héros, le budget qui a été mis dans la com et la publicité, ça représente le budget le double du film, en fait, comme, le budget qui est mis aujourd'hui, pour les films de super-héros, en fait. On met le paquet dans la com et on pourrait dire, c'est des premiers films de super-héros à ce sens-là, enfin, quelque part. Et pour moi, tant mieux, je trouve que c'est bien. Il y a Universal qui s'était un peu foiré avec leur, quand ils voulaient remettre leur The Dark Universal Universal, c'est Monster, ça? ouais, Ouais, c'est Dark ça, avec, Universal. la momie, Ouais. avec Tom Cruise. Et du coup, j'avais vu en avant-première, au moment de Noël. Donc du coup, ils nous avaient dit lors de l'avant-première que, Universal essaie de remettre les choses au clair, mais au lieu de faire un univers connecté, Mmh. comme c'était la mode il y a 10 ans, ben, ils vont faire en sorte que chaque film va avoir sa propre patte. C'est pour ça que l'année prochaine, à la fin de l'année, on a, un remake de La Femme de Frankenstein réalisé par, Mandy Dillon avec, avec l'acteur qui joue dans oui, bien sûr, Vas-y, dans quoi? avec, celui qui joue Jason Bateman, qui joue dedans. Donc du coup, donc voilà, ils essaient de remettre au jour, Mmh. les films, à la sauce d'actualité. Je trouve ça Mmh. très bien et je trouve en termes de direction artistique, c'est excellent. C'est très beau et le fait d'avoir commencé avec, Robert Eggers et que tout le monde connaît grâce à une précision dans sa direction artistique, dans Bah, la son photo à aussi, la hein. photo, aux mythes Ouais, qui parlent dans ses films, que ça soit dans The Lighthouse ouais, avec Cthulhu, avec, The Northman, avec les Vikings, et même avec, dans The Witch avec, les sorcières, ouais, finalement, c'est une photo assez ringarde, en fait. Finalement, si tu réfléchis, mais c'est pas pareillement, je inintéressant. trouve que c'est bien Moi, de les remettre au non, goût du non, jour, mais c'est pas c'est pour ça qu'on fait un re c'est un choix qu'il fait, en fait, c'est pour ça qu'on fait esthétique, des en fait. remakes, Ouais, ouais, bien sûr, aussi et je trouve ça mais très impré et je trouve que le remake, il a vraiment été fait au bon moment. mmh, le Et en plus, Nosferatu, tu veux dire? ouais, le Ouais. Nosferatu et puis même le personnage principal, c'est quand même quelqu'un qui est suicidaire, qui appelle à la mort et qui est désiré par ce Bah, qui est personnage. mélancolique, en fait, De Lily ouf, Rose Depp, elle est mélancolique et en fin de compte, c'est cette jeune fille mélancolique qui va sauver les autres, en fait. c'est ça. Bah, c'est ça qui est intéressant et ce qui est moins montré dans celui de Herzog ou Adjani est moins dans enfin, c'est moins montré comme ça, comme une jeune fille qui est en manque d'amour, qui son père s'occupe pas d'elle, enfin, qui appelle, en fait, une aide de l'extérieur et c'est Nosferatu qui Ouais. répond, en fait. Bon, il y a c'est un truc assez nouveau quand Oui, même, hein. oui, C'est un truc qui avait pas été abordé dans les autres films. parce que les potes aussi, le conçoivent aussi, Sur la condition de bien la sûr, femme aussi, quelque bien part, sûr et de c'est société, c'est évident, enfin, mmh, qui n'a pas heu été assez mise en avant, à l'époque, c'est pour ça que ah ouais, non, mais c'est évident, c'était des personnages presque secondaires, en fait, hein. c'est ça. C'était juste là parce que le vampire allait leur sucer le sang et tout, enfin, voilà, Ouais quoi. et puis en plus, Nosferatu était une image du viol, on peut dire aussi, Bah, avec oui, ça, c'est le mythe du sûr, hein. vampire et cetera, donc Ça, voilà. c'est de l'intrus, hein, c'est l'intrusion quand même, hein, Mmh, c'est très violent. Mais pour revenir un peu parce que la question était sur celui de 31, oui. bah, oui, on revient sur là, c'est le personnage, c'est vraiment Bela Lugosi, enfin, qui interprète Dracula et puis surtout, bah, qui dénote parce qu'il a un accent, hongrois très appuyé, en fait, donc c'est ça qui fait aussi le côté fantaisiste du film. OK. Bah, je pense qu'on peut passer au prochain film. On passe à Bird de Andrea Arnold Ouais. qui est sorti l'année dernière qui Merveilleux est la film. semaine Moi, je dernière. trouve que c'est un merveilleux film, en fait. Enfin bon, c'est peut-être pas mon OK, avis, moi hein. j'ai un peu j'aime beaucoup le côté fantastique, j'ai un peu du mal avec le côté fantastique qu'on voit à la fin. Bah, c'est un peu comme Le règne animal, Ouais, il y a c'est un ça, côté bon, mais à part ça, je trouve que le film se tient mmh, et voilà, mais j'étais un peu déçu, j'en attendais beaucoup du film. Parce qu'il y a eu énormément de bonnes critiques à sa sortie, au fes qui est passé, lors du festival de Cannes de cette année, mmh, l'année dernière. ouais. Et donc du coup, j'avais énormément d'attentes, j'étais préparé. Pour moi, la promotion était très bien aussi, le Mmh. fait d'avoir, mis un groupe de rock actuel qui s'appelle Fountains DC, pour lequel ils ont tourné un clip pour eux, Ouais, puis il y a Blur aussi, les musiques de Blur, il y a bien s c'est tous des groupes anglais, en fait, c'est que des c'est groupes anglais, ça. en fait. Mais moi, je retiens énormément, c'est la prestation de, 2 personnages principaux, que ce soit Barry Keoghan qui joue un sorte de père qui est un peu très égocentrique, qui prend pas assez soin de sa fille, Un peu immature et un aussi. peu immature aussi, et à la fin, on se rend compte, qu'il est prêt à se battre pour ses enfants, donc je trouve ça vraiment très beau. Le personnage principal aussi, où c'est clairement un passage à l'âge adulte, où elle se découvre, elle est en plein milieu de l'adolescence. Je trouve ça vraiment fantastique. J'ai un le côté, j'aime bien la relation qu'elle a avec le personnage de Bird.
Même s'il est Et un l'acteur peu avec l'acteur allemand, je sais plus son oui, nom d'ailleurs, Franz chercher, mais Rogowski, Franz Rogowski, ouais. qui est épatant. Après, j'ai l'impression qu'il joue toujours le même rôle, donc mais le film reste quand même très plaisant. Bah, sur le personnage féminin de je sais plus comment elle s'appelle, ouf, j'ai oublié son nom en fait. Bah, en tout cas, moi, ce que je Bailey, c'est ça? oui. Ouais, Bailey, ouais. En tout cas, moi, ce que je trouve bien, ce que j'ai trouvé beaucoup Mmh. très touchant dans le film, c'est, bah, ce côté, cette volonté de sortir un peu de son côté cocon familial et tout pour autant arriver à montrer un peu, ce qui se passe dans cette famille et ça je trouve que ça permet d'avoir pas mal d'humanité sur les personnages et moi, pour le coup, je trouvais justement que c'était un film moi, je m'attendais, à ce qu'il soit récompensé, hein, pour le coup, du coup, j'étais moi, ça fait partie des films Ce que tu que j'ai disais par trouvé rapport à Cannes, assez ouais. assez fort à Cannes, Mmh. même si je crois que toi, tu viens de dire que c'est pas forcément un film qui t'a vraiment bien, autant marqué, on va dire, je sais pas? J'ai été déçu. J'avais trop d'attentes devant le film. Peut-être Ouais, que c'est une voilà, c'est caméra peut-être à ça? l'épaule, hein, on suit le personnage, Ouais, enfin, c'est une manière de filmer qu'il y avait avec Cassavetes OK. aussi, très proche des personnages, avec la caméra, en fait. Il y a aussi dans l'histoire de Souleymane aussi, on suit le parcours Oui, tout à de fait Souleymane avec la caméra à l'épaule et pourtant c'est très travaillé, et c'est très ouais, travaillé pour le en même coup. temps. Mais ce qui est peut-être intéressant dans Bélé, c'est que, finalement le parcours de cette jeune fille, c'est aussi une manière de parler de la grande solitude des gens dans les ghettos, hein, la misère dans les ghettos aussi, en Angleterre comme en France d'ailleurs. Et mais elle s'arrête pas à ce constat sociologique, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on revient très rapidement sur Bailey et finalement, on pourrait dire que le personnage de l'Allemand là qui joue le ouais, j'ai oublié son nom, Bird en fait, pardon. Bah oui, Fait oui. un peu, c'est finalement, un personnage qu'elle appelle elle comme, on pourrait c'est pas du tout le même la même fonction le personnage n'a pas la même fonction, mais finalement Nosferatu c'est pareil, il arrive, ouais, enfin finalement c'est un personnage que les héros enfin les protagonistes féminins appellent en fait à la rescousse parce qu'elles sont seules en fait ou qu'elles ont besoin de réconfort ou de protection en fait. C'est intéressant d'ailleurs parce Ouais, que tout à fait. il y a des thématiques assez identiques, mais les personnages sont pas les mêmes. Comment dire, ce que désirent les protagonistes principales féminines ne sont pas, c'est pas les mêmes choses du tout en fait finalement, parce que elle, Bélé, elle veut se construire en fait, alors que le personnage de Lily Rose Depp dans Nosferatu, c'est pas le cas. Enfin, elle veut s'abandonner carrément pour pas, parce que la réalité est trop difficile en fait. Alors que Bélé, elle affronte la réalité avec son père, avec son Ouais, tout à entourage. fait. Elle se bat. Elle essaie de s'y Elle a que confronter 12 ans quand même. et elle a besoin, et Ouais, et elle a peut-être besoin de Bird justement ouais, pour c'est s'en ça. sortir. Ouais. Bah, du coup, allez voir Bird, pour le coup Ouais, je pense que ça vaut le coup de voir. et toi, tu voulais revenir c'est toi, Colin, qui voulais revenir sur Planète B ou c'est ah non, c'est toi qui Ah l'as ouais, Planète B, ouais, je l'ai vu cette ouais? semaine, et j'ai du mal en fait, j'ai pas forcément du mal avec le film. Je comprends toutes les critiques qu'on fait, sur cette dystopie, on va dire, parce que c'est une dystopie. C'est pas Mad Max, hein, bien sûr. Là, c'est une dystopie autour de effectivement, un monde géré Carcéral? ou quoi enfin, un monde, dominé par le Oui. numérique et que le numérique Oui, devient un objet pour enfermer les gens, en fait. c'est ça, mais c'est carcéral numérique. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de Une prison prison numérique, numérique. tous les opposants, hop, direction Planète B et où ils subissent des tortures psychologiques épouvantables. Voilà. Ah oui, c'est vrai Voilà, qu'on n'en quoi. a pas parlé dans la dernière émission, Ouais, voilà. mais il y a une idée de vouloir parler de la torture psychologique Mmh. pendant qu'ils dorment, Ouais, c'est ça. globalement. Ouais, c'est-à-dire qu'on les dépossède de leur capacité d'action, en fait et cette Planète B, c'est un peu comme, le bagne de Guyane, en fait, hein, c'est un peu pareil, hein. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils sont, on les contrôle par Bonjour le des webtrotter. avatars. Bonjour. Des avatars, en fait, parce que c'est des avatars, ils sont emprisonnés, enfin, c'est les avatars qui sont emprisonnés dans une prison, des avatars de ses opposants qui sont emprisonnés dans une prison, virtuelle. Cette fameuse Planète B. Voilà, c'est ça, ouais et mais en même temps, c'est assez maladroit comme film. Enfin, il y a plein de choses qui sont extrêmement maladroites. C'est toujours des plans, resserrés. On n'a pas de vision d'ensemble, en fait, jamais. Enfin, à part dans cette prison virtuelle, mais on retrouve toujours les mêmes plans. Enfin, c'est assez, c'est très peu c'est pas très original, finalement, dans la manière de faire. Mais les thématiques sont intéressantes, même si, on sent que la réalisatrice a voulu traiter de tous les problèmes actuels, l'écoterrorisme, l'écologie, Heu, le fait qu'il y a des pays qui ont signé les accords de Paris, qui en sortent, enfin que voilà, qu'il y a
Et il y a une relation, enfin, il y a une relation à notre planète qui est compliquée, en tout cas. Actuellement, l'humanité a du mal avec la planète, ça c'est C'est- sûr. Et en fait, il y a Et, plein d'envies derrière le il film. y a plein d'envies, ouais. Et je sais Mais, pas si toi ça te l'a fait aussi, mais pour moi le film n'est pas réussi à cause de ça. ben, C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à le mettre correctement à l'image. il veut trop actualiser le truc avec des thématiques actuelles tout le temps, donc on a l'impression d'être à la fois dans un JT de 20 heures, en fait, et alors que c'est un film, quoi. C'est ça. Et moi j'aurais bien aimé voir le film qu'il aurait pu être, et pas Bah, le film qu'il plus nous est inventif, nous est donné. ouais. Parce que je trouve effectivement qu'il est très pauvre ce film comparativement aux ambitions qu'il a. Il aurait pu, en Ouais. fait, alors ça devient un survival movie à un moment donné dans cette prison virtuelle entre Et les finalement, différents, mais on est très centré sur la relation entre deux personnages féminins. ah, parce qu'il peut aussi mettre ça, Ouais. il veut tout mettre, en fait, dans ce film. Elle veut tout mettre, en fait, la relation Mm. entre ces 2 femmes, l'emprisonnement, le contrôle, enfin, des gens, enfin, il veut faire toutes les thématiques, mais finalement, va jamais au bout de C'est ça. de chacune. Et Et, du et ça devient un peu une sorte de gloobie-boulga à un ouais, moment donné où complètement, on est complètement c'est perdu. exactement ce qu'il dit dans Ouais. Positif, c'est un gloobie-boulga, de toutes les thématiques actuelles, foutu dans un film, dystopique, voilà, bon. Bah, je savais pas que je citais positif. Et ben, et ben, sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on passerait pas à un petit retour que j'ai eu sur Mon Inséparable, Ah oui, vu oui. que je l'ai vu entre-temps. Mon Inséparable, film de Anne-Sophie Bailly, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a quand même quelques semaines parce que j'arrive en rattrapage finalement. Et donc, qui raconte l'histoire d'une mère qui vit avec son fils qui a des troubles mentaux. On ne saura pas exactement Mmh. lesquels troubles il a. Et en même temps, on s'en fiche. Et en réalité, cet enfant est un adulte, pour le coup. Donc son enfant est un adulte, mais il a besoin d'aide encore pour s'insérer professionnellement. Et il va rencontrer une autre femme qui, elle aussi, a des troubles mentaux. Et ils vont avoir une relation ensemble et ça va causer tout le départ globalement du film et de la relation, surtout très centrée sur le personnage de Laure Calamy qui est sa mère. Un peu coincé là-dedans, Euh, ouais, ouais. pour revenir sur Planète B, ouais. Et du coup, le film, toi tu disais, il est très coincé là-dedans. Ouais. Mais moi je trouve, justement, vu que j'ai vu le film entre-temps, je trouve que c'est intéressant la manière dont il l'approche. Parce qu'il se centre pas tant sur le personnage de son fils, il se centre beaucoup sur le personnage de Laure Calamy lui-même. Mmh. Et il arrive à montrer un peu sa détresse. On a l'impression que la personne qui l'a réalisé évoque quelque chose qu'elle a un peu connu. Je sais pas si c'est le cas. Ah, tu veux dire d'un point de vue, de sa vie, en fait, Voilà. portrait personnel? Et il arrive à montrer des choses comme quoi la mère est parfois dans le jugement. Elle est parfois dans quelque chose où elle a Une pas vision de la envie, normalité, en voilà, fait. où elle a pas envie d'être elle a envie de défendre à la fois son fils, mais elle est surmenée aussi par ce qu'elle vit derrière. Et il essaye d'être le plus juste possible sur cette relation-là, tout en montrant que c'est pas facile pour les deux personnages Mmh. finalement, et que le jugement des autres finalement sur son fils, ça la touche aussi. Mais le jugement qu'elle a, elle, sur son fils, elle s'en aperçoit Même aussi, que ça sur la elle-même, touche en aussi, fait, sur et elle-même. sur elle-même. Mmh. Et je trouve qu'on voit une facette assez différente, finalement, de sa façon de voir un peu son quotidien et de sa volonté de s'en émanciper, à la fois pour elle, donc le personnage de Laure Calamy qui joue la mère, et à la fois pour le personnage de son fils. Mais il s'embourbe un peu dans sa condition de mère, mais de femme aussi, parce qu'elle aussi, en tant que femme, elle se pose la question: «Qu'est-ce que c'est être une femme normale, en fait?» Elle est coincée aussi là-dessus. Qu'est-ce que c'est Oui, être une mère normale aussi? Enfin, il y a plein de choses et c'est compliqué parce qu'en termes de direction d'acteur, c'est une réalisatrice ou un réalisateur? c'est Anne-Sophie Bailly, donc Ouais, c'est une c'est une réalisatrice. réalisatrice. Finalement, elle focalise la caméra se focalise sur Laure Calamy qui est coincée dans tous ces trucs, mais c'est trop pour une actrice, quelque part. Et du coup, il y a un déséquilibre, je trouve, dans le film là-dessus, par rapport à Toi, ce tu qu'il y a trouves? Ouais, ok. d'extérieur, en fait. Et du coup, je pense que, il y a eu cette, mention souvent citée en disant que bon, on peut s'apercevoir que, ben, Laure Calamy peut mal jouer aussi à un moment donné, mais c'est pas de sa faute à elle, à mon avis. C'est la faute de la manière dont elle est dirigée dans le film, en fait, essentiellement. C'est marrant parce que moi, j'ai pas eu cette Tu as pas eu sensation-là. l'impression? Non, D'accord, en OK. fait, j'ai trouvé que justement, c'était très intéressant de D'accord. l'avoir OK. vu en mettant le personnage de Laure Calamy au centre plutôt que son Ouais. fils, alors qu'on aurait pu tout à fait faire une autre histoire en mettant l'enfant au centre et avoir tout un tas d'autres problématiques Ou qui faire sont un véhiculées, équilibre ou faire un équilibre. Mais en et tout cas, moi, je trouvais assez intéressant parce que souvent, on va mettre
là, en l'occurrence, le personnage de l'enfant, donc elle est problématique mentale Le fils, au centre. ouais. Et souvent, il y a un petit côté cringe derrière, un petit côté qui marche pas. Et là, le fait d'avoir le regard de la mère, je trouve que ça donne une autre vision de la chose. Et je trouve que c'est intéressant, pour le coup. En tout cas, moi, je conseille Il y a d'aller une le voir quand séquence un même. peu, il y a une séquence importante dans un restaurant à un moment donné. Bon, Oui, on là, voit pas l'extérieur en fait, c'est que la caméra est sur elle tout le temps, quoi. oui. Et je me suis mis à la place de l'actrice, en fait, c'est compliqué quand même. Elle est un peu maladroite, je trouve, cette scène, pour le coup. C'est peut-être ça, par Ouais. rapport à ça que je disais qu'à un moment donné, c'est mal joué. Mais pour moi, il y a peut-être cette scène qui est un peu problématique dans le film. On sent, en fait, moi, je pense que c'est une scène, tu vois, qui sur le papier, sur le scénario fonctionne, Ouais. mais qui, une fois mis à l'image, ne marche pas. Mais qui est impossible à mettre en scène finalement. C'est ça. Comme c'est fait là, on sent la limite de la mise en scène de la réalisatrice là-dessus, en fait. Ou alors, il aurait fallu l'imager, mais c'est pas le style du film. C'est-à-dire, il aurait fallu rentrer dans le domaine un peu plus du conte ou d'autres choses, mais c'est pas du tout le style du film, donc elle est un peu coincée pour la mettre On en va dire image. que le film n'est ni mauvais ni bon, en fait. Ah, Il est moi, je le trouve intéressant. plutôt. Il est intéressant. Enfin, Je trouve passionnant par son ouais. sujet. Ouais, le sujet, ouais, sur la normalité, la question qu'on. Je le trouve comment on plutôt se bon positionne, plutôt que mauvais. Ouais. Je le trouve avec défaut, certes, Ouais. mais je trouve qu'il a quand même plein de choses à montrer, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Bah, voilà, on a vraiment un avis différent là. Film plein d'émotions, la scène du resto est fascinante. C'est vrai. Bah, elle est intéressante peut-être par le fait que. Alors, fascinant, ça veut pas dire qu'elle est bien. C'est qu'il y a pas de hors-champ en fait. Enfin, il y a un hors-champ finalement. On voit pas l'extérieur, mais on imagine les gens leur réaction quand leur calamie s'emporte, bah, que tout le monde la regarde en fait. Ouais. Et on les voit pas. C'est hors-champ ça. Donc c'est juste suggéré, c'est à nous de faire notre propre idée là-dessus. Et pour autant, voilà, il y a quand même des scènes, moi je trouve, qui sont plutôt pas trop mal amenées, y compris vis-à-vis de la police, etc., qui intervient, Ouais. où il y a toujours, on a ce côté stigmatisant, et en même temps ce côté humain qui est contrebalancé après. Et je trouve que c'était intéressant de le montrer à l'image pour montrer que c'est assez complexe. C'est un film complexe, mais je pense qu'il y a un défaut de mise en scène, moi, personnellement. Mais bon, après, Je comprends. c'est un choix. Et bien du coup, sur ces bonnes paroles, on va changer de film. On va passer à Wallace et Gromit. Donc tu as vu, toi, moi j'ai vu il y a très longtemps. Mais Alors c'est le dernier, celui frais pour qui est sorti. Alors, il y a eu un nouveau Wallace et Gromit qui est sorti le 3 janvier sur Netflix, qui revient sur la traque, après avec le pingouin qui est revenu donner des mauvais sorts. Mais je vais en profiter parce que je me suis fait du coup un marathon sous les conseils d'Avril, qui nous écoute peut-être et qu'on embrasse. Est-ce que c'est les pingouins d'Amérique du Sud ou est-ce que c'est les pingouins d'Amérique du Nord et du coup c'est une mauvaise traduc dans un des deux cas? Pardon. Du coup, je vais revenir sur Wallace et Gromit. Merci Avril de me l'avoir fait découvrir, etc., de m'avoir poussé à tous me les refaire parce que c'est vraiment génial. Le studio Harman, qui est un studio anglais, qui fait de la stop motion, a réussi à continuer grâce maintenant à Netflix qui a racheté des parts de Hardman. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé l'année dernière avec Chicken Run, une suite de Chicken Run qui est sortie directement sur Netflix. Et je trouve que là, en termes d'action, en termes d'humour, c'est génial, c'est plaisant, chaque personnage a ses propres défauts et ses propres qualités, ils sont attachants, drôles, et en termes de film pour toute la famille, je trouve ça très bien. Et puis on voit qu'il y a vraiment une évolution en termes de technique, en termes de découpage, de montage, d'humour aussi au fil des années. Donc je trouve ça vraiment très drôle et très fun. Je voulais juste te demander, je sais pas si tu l'as dit, peut-être que j'ai zappé, mais il y a un des deux réalisateurs qui est le même, donc Nick Park, et par contre l'autre a changé. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas la même personne? Alors, même pour chaque court-métrage ou pour chaque film, il y a toujours Nick Park qui est le créateur de Wallace et Gromit de base. Et après, il y a la suite. Après, il y a un autre réalisateur qui vient l'aider, l'épauler, etc. Oui, il y a le Webtrotter qui met le dernier, c'est Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. C'est ça. Et le reste, oui, c'est le Lapin Garou qui est sorti il y a début années 2000, moi, c'est pareil. 2005, il y a 20 ans, Lapin Garou. pile, etc. Et un côté très horrifique, très Halloween, etc. C'est assez terrorisant quand même. Hein. Et je trouve que certes son style est vraiment très bon, mais en termes, je trouve, d'action, puis même en termes de références, dans le Lapin Garou, on trouve des références à énormément de choses, que ce soit à King Kong, que ce soit Frankenstein, etc. Il y a plein de choses très drôles, très sympas, et... Bah, c'est pas niais en fait. Non, c'est pas niais. C'est pas une animation stop motion niaise en fait. Il y a plein de références et puis c'est ouais, il y a des basculements de situation en fait. On peut passer de la comédie au drame très rapidement et ça peut nous surprendre. Surtout dans le Lapin Garou, il y a une tonalité d'un coup.
Bah, et qui parle aussi du lien entre comédie et drame, en fait, aussi, parce Oui. que voilà, La fameuse comédie dramatique. ouais, c'est ça, la La comédie fameuse comédie dramatique. dramatique, on avait quand même oui, On rit aussi souvent des choses dramatiques, hein, bien, souvent il le quand même. faut pas se morfondre Bah, de le comique, La il a aussi satire, souvent ça, hein. finalement. c'est ça. Non, puis le comique, quand tu vois, dans les comédies de Buster Keaton, il en prend plein la gueule et ça nous fait marrer, en fait. Mmh. Donc alors que c'est pas marrant, en fait. Enfin, c'est pas marrant de manière factuelle. C'est pas marrant dans le fond, mais c'est Ouais, marrant dans ça, dans la forme. dans la manière de faire, ouais. Bah oui, c'est peut-être ça. Peut-être dans le truc de Wallace et Gromit, il y a aussi ce côté-là, en fait. Ce côté référence, peut-être à l'humour qu'il y avait dans le muet et puis ce Sûrement, côté horrifique complètement aussi qui intervient d'un coup comme ça, qui nous surprend. et Enfin, moi, ça m'a qui souvent surpris, enfin, surtout dans Le Lapin-Garou, enfin. qui joue c'est qui est dû un peu grâce à son média, le fait de Mmh. faire de l'animation stop motion. Ouais. Juste quelle qualité, que ce soit même dans la Mmh. texture et cetera, de chaque, décor, de chaque, chose, chaque détail est vraiment travaillé Ah à bah oui, fond, complètement. Et ce système de stop motion finalement, c'est l'un des plus vieux systèmes d'animation parce qu'il complètement, complètement. date de King Kong. Enfin, il y a peut-être eu des systèmes aussi, Et même de peut-être Ray un des plus Harryhausen, muets, il doit y en aussi avoir, aussi, années à 50, ouais. l'époque. Ouais. Mais je vous conseille, il y a le Bolshevik qui a sorti une vidéo pour l'humanité ce matin qui parle de la stop motion Mmh. et je vous la recommande énormément. Elle dure une vingtaine de minutes C'est sur quoi tu disais? sur, YouTube. YouTube? Et justement, le film, tu disais, il est en VOD ou SVOD. Tu connais la plateforme sur laquelle il est ou tu en as peut-être déjà parlé? Oui, il est sorti sur Netflix, La Palme de la Vengeance. Bon après, il n'y a pas tous les Wallace et Gromit. Bah, d'ailleurs même, le mystère du lapin loup n'est pas sur les plateformes de SVOD. Mais oui, le dernier Wallace et Gromit est disponible sur Netflix. Le Webtrotter nous raconte que le travail fut récompensé, oui, par 3 Oscars et c'est pas rien non plus, complètement. Et il avait Pour lequel? Le remporté Lapin-Garou, il, peut-être Le je sais Lapin-Garou? qu'il avait remporté pour Le Mauvais Pantalon l'Oscar du meilleur court métrage. Lors de l'année de sa sortie. On n'était pas au courant pour les autres Oscars. Est-ce que c'est pour quel film? Est-ce que c'est bien pour le mystère du lapin-garou ou c'est pour le tout dernier ou pour un autre? Ou pour l'ensemble de tout le travail sur Wallace et Gromit? Je ne pense pas que ça soit pour le dernier, parce que il est sorti vraiment le 3 janvier, donc vendredi Ouais, c'est dernier. trop tôt pour les Ah oui, Oscars. c'est peut-être un peu trop tôt. Moi, je pensais pour le Lapin-Garou, en fait. Je pense aussi. En tout cas, mais Avec je suis même pas sûr qu'il est ce nommé personnage du dernier. pingouin dedans. Il a été nommé pour les Golden Globes pour le meilleure animation qui était revenu pour Flo, qu'on félicite et qu'on aime beaucoup. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu les Golden Globes, on n'en a Ah pas trop oui. parlé, mais effectivement. Avec, Et avec Emilia Pérez, notamment, qui a eu plein de prix aussi. Et The Substance, avec le prix de Demi Moore pour son interprétation féminine. Du coup, est-ce que tu voulais parler encore de Wallace et Gromit ou Non, je pense avoir fait le tour. Dommage qu'il n'y ait pas une autre personne. Dommage que la n'ait pas pu venir en parler aussi, ou même d'autres personnes. Pour Mais le voilà. dernier? Ouais, pour les derniers et pour les récents. Voilà, on verra peut-être ça. Alors du coup, j'ai bien dit le travail. Ok. Oscar 94 pour meilleur court-métrage d'animation, Un mauvais pantalon, donc ce dont tu as parlé. Oscar en 96, Oscar du meilleur court-métrage Ouais. d'animation pour Rasé de près. Et Oscar en 2006 pour le meilleur film d'animation, donc c'est celui-là que j'avais vu Mystère du effectivement, Lapin-Garou. sur le mystère du lapin-garou. Merci en tout cas, le Ouais, Web la Trotter, précision, ouais. Merci. pour l'info. Est-ce qu'on passerait pas à d'autres films du passé, vu qu'on a commencé à faire la transition? Bah ouais, tant qu'à faire, hein. Et on va revenir, vu qu'on est encore sur les rétrospectives à l'Institut Ah oui, Lumière, sur le sur le cinéma cinéma du de... cinéma italien de Et 1950 ben non, 80. on va commencer par Zemeckis. C'est ça. Apparence, c'est ça, non? Et on va commencer par Contact. Ah, par Contact, très bien. On peut commencer par Abbas, mais on va commencer par De toute façon, Contact. on va un peu, enfin, Contact avec Jodie Foster, non? Oui, voilà. Ouais. Donc, Hein? Et Mathieu McConaughey. Ah, je m'en souviens pas. Bah, Qui joue le rôle du père, c'est ça? non, Ah. qui joue c'est un peu une théorie. Il y a. Ah si, je me c'est souviens, une ouais, double ça y est. vision. T'as à la Ouais, fois ouais, les scientologues contre les gens qui ont la foi, le etc. prêtre, ouais. C'est ça. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Bon, j'avais vu avec Anthony, je me suis un peu endormi devant le film. C'est la J'étais vision content. d'un Je me suis au-delà. beaucoup d'un renseigné- un paradis. petit peu. Je me Sur suis le quand même sens de beaucoup la vie, renseigné en fait. sur le film en dehors, après son visionnage, par rapport même à ses points en commun avec Interstellar. Ça soit les mêmes personnes ça soit les mêmes personnes qui aient produit, ça soit les mêmes travailleurs, les mêmes personnes qui ont fait des recherches, etc. Le fait que même il y a Steven Spielberg qui aurait pu travailler dessus. Il y a Écran Large qui a fait une excellente vidéo qui est sortie l'année dernière, que je vous recommande vraiment d'aller voir, qui reparle un petit peu vraiment des points communs entre les deux films, entre Interstellar de Christopher Nolan et Contact de Robert Zemeckis. Et pour moi, je trouve que c'est une réussite. En termes d'effets spéciaux, il y a quand même de la recherche. Il y a Ah toujours ouais, de la non, mais ça, recherche c'est sûr. En dans les plus, plans chez Zemeckis que j'aime beaucoup.
Et je trouve qu'en termes de. Après, Les Retours vers le futur, ça reste quand même un de ces films où il y a eu le plus de travail visuel dans, Bah, moi, je dans trouve le que ça 20e siècle. parle aussi de notre désir à nous d'existence éventuelle, d'un monde parallèle, face à notre inquiétude face à la mort, en fait. C'est ça dont parle le film quelque part. Et puis, comment dire, les conclusions différentes entre une femme plutôt scientifique et puis un homme là, qui est plutôt dans la croyance, enfin, qui est dans C'est la ça. croyance, tu sais, un prêtre. Pour lui, effectivement, il y a il y a un au-delà, il y a un paradis, il y a quelque chose. Et pour elle, elle dit, maintenant, il faut que je prouve, en fait, il faut que une preuve scientifique que ça existe. Donc, et puis finalement, ils se rejoignent, enfin, c'est un peu. Moi, ce que je trouve Et- intéressant, c'est que tout Mm. le propos se base sur le personnage de Jodie Foster, qui lui Et est un son père. personnage qui est pas du tout centré sur la partie, qui est centré sur la partie scientifique et qui se distingue énormément de la religion chrétienne là pour le Mais dans le coup. factuel, dans le Et rationnel, en fait. c'est ça dans le Mm. rationnel. Et du coup, l'autre personnage masculin qui, lui, se réfère beaucoup à la foi, etc. Et leur relation, qui, moi, je trouve, La est croyance. un peu des fois capillotracté parce qu'il arrive des fois de n'importe où, il débarque. Comme Et le je trouve, sauveur. ouais, c'est ça. Et avec le petit sourire et tout. Mais ça, je trouve ça même limite grossier. C'est vraiment presque pompeux. Mais par contre, moi, c'est les petits moments qui me font rigoler où je me dis, mais là, on est vraiment dans un film hollywoodien, tu vois. Ouais, Euh, gros sabot. voilà, gros sabot. Et pour le coup, c'est pas mal parce que ça met en une distance un peu par rapport à ça. On sait que au cours avant le film, on a eu une petite présentation aussi où on nous racontait que Zemeckis lui-même avait un gros rapport à la religion vu qu'il a eu comment ça s'appelle, un enseignement très Théologique. bah oui, mais très, comment dire, c'était hyper important pour sa famille, pour le coup. Mm. Donc il a dû Une respecter très transmission des strictement, valeurs voilà, c'est ça, religieuses. qui était très forte. Ouais. Et il s'en est émancipé et et ce film est pour le coup assez critique envers la religion pour cette raison-là. Donc c'est intéressant de savoir le rapport avec ça, je trouve, quand on regarde le film. Et pourquoi est-ce qu'il a cherché en fait à mettre ces choses-là. Et notamment, il y a un passage dans le film où on va retrouver le personnage de Jodie Foster qui va s'exprimer et qui va dire, on va lui poser la question si elle a de la foi ou pas, Mm. et qui va avoir un vrai tournant en fait pour le film. Et je pense que c'est un élément qui est assez intéressant à regarder pour montrer à quel point en fait peut-être que dans les US, en tout cas, et que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, il y a beaucoup cette idée de la religion est une religion d'État. Mm. Et du coup, elle a beaucoup d'influence sur les gens, alors qu'en réalité, on pourrait s'en détacher. En fait, c'est marqué comme sur les pièces de monnaie américaines, il est marqué encore In God We Trust. C'est ça. Donc, peut-être qu'il y a un effort à Ouais. faire encore, qui a voulu être montré, pointé du doigt par Zemeckis, Mm. pour l'idée que, Se libérer de la croyance. on peut se libérer, alors peut-être pas de la croyance, mais en tout cas, arrêter de juger sur la croyance des gens par rapport à ce qu'ils ont à dire. Enfin, il y a tout un truc dans le film quand même par rapport à elle et son père, en fait, qui est aussi elle et la religion, finalement, parce que le père, dans la religion, c'est Dieu, en fait. Hein. C'est quelque part, c'est une projection de Dieu, en fait. Elle projette de beaucoup son tous. père. Disons que c'est une question de deuil quand même dans le film. Mais Elle veut prouver quelque chose scientifiquement et en même temps, elle veut faire le deuil. Enfin, Mm. elle a quelque chose qu'elle n'a pas pu dire à son père. Elle veut voir son père aussi. Enfin, il y a un mélange un peu les choses en fait finalement. D'ailleurs, il y a le monsieur qui arrive tout le temps en cheveux sur la soupe, je vais l'appeler cheveux sur la soupe, qui à un moment donné lui pose la question du rapport à comment elle pourrait expliquer comment elle aime son père. Et pour lui montrer Ouais. qu'elle a de la foi, Oui. là où pour elle, c'est pas le sujet. Et c'est intéressant de voir ce rapport-là. Ouais. Il y a le Webtrotter qui nous dit, bon, on compare contre Interstellar OT. Bon, ben, dans le même genre de comparaison, rencontre du troisième type avec le gendarme et les extraterrestres. Bah, tu veux en parler, Colin, du coup? Je n'ai pas vu le gendarme et les extraterrestres, désolé. Oh. C'est quand même des films qui sont toujours marqués par un désir d'un ailleurs, un désir d'un truc qui existe ailleurs en fait, toujours. Donc, mais en même temps, ce désir d'ailleurs, quelquefois, il est là pour révéler des fonctionnements dans la société en fait, entre les gens en fait. Et là, pour Contact, en tout cas, c'est clairement son désir de père à Jodie Foster là-dedans. Et pour les rencontres avec du troisième type et le gendarme et extraterrestre, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces films-là? Bah, Enfin, c'est pas trop le même rapport ouais, parce que dans Rencontre du troisième ouais, type, c'est plutôt basé sur de la croyance des personnages principaux ouais. qu'ils ont vis-à-vis d'une expérience qu'ils ont vécue et qui veulent aller à la poursuite de cette Une entité, expérience.
Et du coup, qui Ouais. commence à avoir des actions qui semblent pour le spectateur irrationnelles, notamment avec la construction d'une maquette, etc. Enfin, tout un tas de choses autour de ça. Et la volonté pour Spielberg de mettre aussi C'était quoi? C'était quel réalisateur français Ah, François Truffaut. Truffaut, voilà, Ouais, réalisateur, là. en tant que personnage assez principal, enfin secondaire tout au moins de son Enfin, film. c'est un psychiatre ou un psychologue dans le film. Et du coup, il y avait vraiment une idée d'aller vers un côté plus fantastique, là où on n'est pas trop dans cette idée-là dans le Contact, vu qu'on va pas avoir cette idée. Alors, il y a un peu cette idée-là à un moment, mais c'est pas le centre du film de partir sur cette idée de fantastique. On est Bah, vraiment, il y a on reste plein beaucoup sur Terre. par rapport à Rencontre du troisième type, il y a aussi l'absence du père, en fait, parce que la famille qui, comment dire, le petit garçon, vit, enfin qui a cette rencontre avec les extraterrestres, en fait, les extraterrestres s'adressent à lui quelque part, parce que c'est lui qui les voit quelque part. Bah, il vit dans une famille monoparentale où il y a pas de père, en fait. Alors, je vais Et reprendre le point. Je parlais de la qualité narrative et l'intérêt. Contact est mauvais, alors qu'Interstellar nous fait questionner. mmh, Voilà pourquoi je faisais la comparaison foireuse. Alors, Contact est malade, je dirais pas qu'il est fondamentalement mauvais parce qu'il a plein de sujets intéressants par ailleurs et il a plein d'idées dans la mise en scène, notamment avec toujours le rapport qu'a Zemeckis avec la caméra et cette idée de faire surgir de quelque chose qui est enfin, faire croire qu'on a une situation réelle alors qu'en réalité, c'est complètement de l'effet numérique, en tout cas de la composition. Et pour le coup, que ça nous montre des choses que la caméra n'est pas censée pouvoir faire. Qui est très, on parlait d'Hitchcock tout à l'heure, c'est très inspiré d'Hitchcock, etc. Et ça, pour le coup, dans Contact, ça fonctionne. Moi, je trouve que le problème dans Contact, c'est effectivement le côté, comme je disais, un peu trop hollywoodien par moment. Et je pense qu'il y a des côtés un peu maladroits qu'on retrouve dans plusieurs films de Zemeckis qui sont trop appuyés peut-être dans ce Mais film. la relation qu'on peut faire entre Contact et Rencontre du troisième type, c'est aussi la relation qu'il y a entre Zemeckis et Spielberg aussi, parce que par rapport au père, je reviens toujours au père en fait, parce que dans par exemple E.T. aussi, on pourrait dire aussi, c'est une famille où il y a pas de père aussi, pareil. Et parce que lui, il a souffert de ça aussi dans sa vie. Il en a parlé dans The Fableman plus tard. Il a attendu que ses parents meurent pour parler de sa vie avec sa famille. Mais en fait, ça l'a accompagné, en tout cas Spielberg, dans toute sa carrière, en fait, cette idée de famille décomposée. Et Dans ce, Contact, c'est pareil. Le père n'est pas là, enfin, il a disparu, comment dire, prématurément. dans ce cas, Donc, Interstellar, c'est pareil. Il y a le père qui s'en va finalement. il y a un lien évident avec tous ces films, hein, de toute façon. Et il y a un lien, un rapport aussi à la croyance, encore une fois, par rapport au père spirituel. Voilà, enfin, c'est intéressant. Enfin, je sais pas si vous Ouais, mais il y a voyez un ce que peu je veux ça dire. aussi dans Interstellar, mine Ouais. de rien, avec Sur la société la toute américaine, en fin du fait. film notamment. Sur la vision enfin, la relation de la société américaine avec la religion, en fait. Sur cette image du père puis spirituel, en fait, de Dieu, en fait, hein, tout simplement. En tout Des cas, réflexions multiples, en fait, à la fois personnelles et individuelles sur la famille, et en même temps sur la relation des États-Unis avec la religion. en tout cas, Enfin, je donc pense, hein, je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. peut-être à réfléchir un peu sur ces Ouais, thématiques-là. bah, c'est Et intéressant qu'il y ait eu ouais, cette relation de paix, en fait, avec Concours du troisième type, parce que ça va ouais. peut-être nous permettre de faire le lien entre Zemeckis et Spielberg à travers le film Mm. Apparence aussi. Sachant que dans Contact, il y a aussi un lien évident à E.T. vu qu'il y a un petit personnage d'E.T. qui est en maquette Non, la sur un Apparence. bureau. Ah non, c'est dans Oui, Apparence. c'est dans Pardon. Apparence. Non, Et non, ça nous fait la transition c'est ça, ouais, on avec parlait de la transition, Apparence. ouais, sur Apparence, ouais. Pardon, Qui est excusez-moi. un hommage évident à Hitchcock, parce que alors là, c'est la totale, quoi. Oui. On n'a pas l'habitude de voir aussi Harrison Ford dans un rôle comme ça aussi. Donc voilà. Petite nouveauté. Donc pareil, Apparence, qui est un film qui a peu marché, il me De semble 2000, aussi. hein, de 2000. De l'an 2000. Ouais, de Zemeckis. De Zemeckis, donc avec Harrison Ford et j'ai perdu le nom de l'actrice. Michel Pfeiffer. Qui Michel Pfeiffer. qui se passe dans un lieu où vivent le personnage d'Harrison Ford mais Une relation de voisinage. voilà, en fait, et ils ont des voisins. Voilà. Ils sont un peu bizarres, leurs voisins. Il se passe quelque chose de complètement... À travers le regard de Michel Pfeiffer, ils nous c'est ça. apparaissent bizarres. En fait. Ils apparaissent bizarres et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on va découvrir, notamment avec le personnage féminin de la voisine, qui est à peine montré, on ne discerne pas tout à fait son visage à travers la clôture, une détresse. Et cette détresse, en réalité, c'est un peu le point de départ de tout le film,
parce qu'il va y avoir tout un tas de choses qui vont rentrer et qui vont naviguer avec le thème de l'horreur, hein, Mmh. finalement, qui vont avec des choses qui sont étranges qui vont se passer dans cette maison, Mmh. qui vont être perçues à travers cette femme, mais qui ne vont pas être perçues à travers le personnage d'Harrison Ford. Le En personnage fait, c'est une d'Harrison Ford va les révélation, percevoir à travers sa femme. ouais, c'est un truc, mais c'est des symptômes qu'elle a elle, mais qui révèlent une crise de couple, en fait, finalement. Mais ça, on l'apprend Ouais, progressivement, en fait. Au début, on se dit: «Ça va être un truc surnaturel, un truc fantastique un peu», et en même temps qui fait penser un peu à Fenêtre sur cour aussi. C'est une relation de voisinage. C'est James Stewart qui regarde à l'extérieur et qui s'aperçoit qu'il y a eu un crime, tout ça, et ça commence un peu comme ça. voilà. Et Puis le d'un coup, ça film change. va changer de Ouais, direction à un ouais. moment donné. Mmh. Et on va rentrer sur quelque chose de plus sur cette femme qui, est-ce que finalement, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, c'est quelque chose qui relève de la réalité ou pas? Et du coup, il va y avoir plein de thématiques, notamment une thématique psychologique dans le Mmh. film qui va arriver, une thématique, finalement, peut-être qu'elle a encore un peu raison, et on va avoir plein de choses sur l'ésotérisme Bah, sur aussi, un passé etc. refoulé, en fait, qui revient à la surface, finalement. C'est Voilà. un passé refoulé, une crise de couple, entre Michel Pfeiffer, enfin, le personnage de Michel Pfeiffer et de Harrison Ford dans le film, et Et vu que c'est pas facile de pas dévoiler beaucoup de trucs dans le film, bah, si, est-ce on peut qu'on dire que ça fait référence à Vertigo aussi, ça fait référence à La Nuit du chasseur avec, voilà, 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 La Nuit plein du de chasseur que je choses. n'ai pas vu, mais vous Ouais, m'avez voilà, dit, c'est OK. notamment le final du film. Après, la différence entre ça a beau être un bel hommage à Hitchcock, en même temps, la différence entre Zemeckis et Hitchcock, c'est qu'Hitchcock, il utilise le son plus à bon escient. Zemeckis, il a besoin du son pour créer de la tension, dans le Bah, film, c'est sa faiblesse, en fait, à mon avis, moi, je pense qu'il a pas. et On le retrouve dans pas mal de ses films finalement ouais, où il abuse un peu des formes ouais, il abuse, parce ouais. qu'il a une volonté à travers les formes de montrer Mmh, des évolutions techniques ouais. par rapport au cinéma. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça marche pas. Et du coup, ça sert pas. En fait, je pense que de ce que moi j'ai aussi entendu Mmh. avec parce qu'on a suivi une conférence avant sur lui, sur les Ouais. techniques qu'il utilise. Il y a une volonté chez Zemeckis en fait de suivre les traces d'Hitchcock, mais sans pour autant l'égaler, parce qu'il fait pas la même chose. Et pour autant, il y a quand même, je pense, un intérêt, à mon avis, dans le travail de Zemeckis, qui est d'arriver à démontrer des choses qui, techniquement, on pensait qu'elles n'étaient pas Mmh. possibles, et il arrive à nous les montrer. Et c'est peut-être ça que réussit à faire Zemeckis, en dépit, finalement, de ces histoires qui sont parfois un peu mal travaillées et qui ont des imperfections et qu'il essaie de corriger comme des bouts de scotch avec son côté formel. Ouais, il y a un côté montage où il appuie, les effets, en fait. Mais même jusque dans la musique à la fin du film Apparence, bon, c'est une évidente un évident hommage à Bernard Herrmann dans la musique des films de Hitchcock, qui avait fait les 3/4 des films, les 3/4 il a fait la musique des 3/4 des films de Hitchcock. Bah, après Apparence, ouais, bon, moi j'ai découvert, j'étais, j'étais assez emballé, hein. C'est marrant parce que, bah, toi, on avait eu un avis différent sur le Moi, je suis début, partagé parce que je ouais. pense que je vois beaucoup les défauts, Ah ouais, OK. mais par contre, je trouve que le film, il arrive quand même à avoir un certain rythme où ça fonctionne. Mmh. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport au cinéma, finalement, ce qui amène un thème de réflexion, c'est que les apparences sont trompeuses, en fait, voilà. La personne qui apparaît gentille, ben, elle est pas forcément, enfin, et c'est intéressant par rapport, à ce qu'est le cinéma aussi, sur, le regard qu'il a par rapport à la réalité, en fait, et qui joue sur les apparences, sur le trompe-l'œil, en fait, souvent, en fait. Du coup, allez quand même peut-être regarder ce film Bah, oui, c'est intéressant, c'est de, sûr, oui. de Zemeckis qui est Mmh. pas le plus connu loin de là. Non, non, je connaissais pas. Et on va peut-être passer au suivant, qui est Allier, Allié, oui, que c'est tu as vu vrai, ben oui, et Allié. que je n'ai pas vu. Et toi, tu non? Ah Allez, ouais, bon, parle-nous bon, c'est un d'Allier. peu, en solo, on va dire. Il y a quelques petites clés et aurait mérité le suspense par ah bah, Alors, oui, c'est évident, la progression, elle est vraiment sauvage à la fin, il faut accélérer, quoi. Ah ouais, là-dessus, c'est la faiblesse du film d'apparence, c'est un fait, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, après pour passer sur Allier, bah, là, on retrouve, Marion Cotillard et Brad Pitt, donc, en pleine période de Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est une histoire sur l'espionnage, en fait, le rôle de l'espionnage pendant la 2e guerre mondiale. Et bon, bah, le film est très classique, mais fonctionne bien parce que, voilà, Zemeckis maîtrise les mouvements de caméra parfaitement, en fait. Après, est-ce qu'il maîtrise le jeu des acteurs? J'en suis moins sûr, mais allié, concrètement, sur comment dire? Sur la vision de
l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment un méandre. Enfin, je veux dire, c'était difficile même de savoir qui était espion, la nationalité réelle des espions, parce que tout était travaillé pour tromper l'ennemi, en fait, hein. Donc, il parle beaucoup de ça, Zemeckis, dans le film, mais le film est très classique, hein, Allié. Mais je trouvais que je l'ai revu une deuxième fois, parce que je l'avais vu à la sortie. Et en fait, la deuxième fois, ça marchait mieux que la première fois pour moi, en fait. Peut-être parce que j'avais plus de distance ou mon regard avait changé. Mais je trouve que le jeu d'acteur de Brad Pitt est vraiment très bon et Marion Cotillard aussi, c'est très bien aussi. Enfin, il n'y a rien à redire. Alors, il y a le webtrotter qui nous dit joli dans sa forme, mais soporifique dans le fond. Bah, le fond, il est classique. Bon, c'est un truc d'espionnage, mais c'est le jeu. Moi, j'ai plutôt. Je me suis focalisé sur le jeu des acteurs cette fois-ci et je trouvais que les deux acteurs s'en sortent bien, malgré, comme tu dis, une structure relativement classique, en fait. Sans vraiment beaucoup d'originalité, hein, du tout même, je dirais. Mais le film vaut pour l'interprétation des acteurs, je pense. Voilà. Mais Camille Cotin, oui, qui a un petit rôle, en fait, à un moment donné, au début du film, à Casablanca. Ah, d'accord. Ouais, ouais, qui a un petit rôle. Bah, tu t'en souviens pas de Camille Cotin dans le film? Ah, bah, j'ai pas vu Allié, Ah, donc tu du l'as pas coup. vu? Pardon, merde, c'est vrai que je suis le seul à l'avoir vu. Ouais, donc il y aura pas beaucoup de débats contradictoires sur ce film-là, ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, allez voir Mais, Allié, du coup. moi, ça vaut le coup de le revoir. Après, je sais pas s'il repasse encore, parce que c'est dans le cadre de la rétrospective Zemeckis à l'Institut Lumière à Lyon. Je sais pas s'il repasse encore. Je suis pas Non, je sûr, en l'ai pas fait. vu, moi. Je suis pas sûr, parce que je crois que c'était une projection Et, unique, hein, malheureusement. et là, du coup, on va passer. Alors, on va reparler rapidement d'un film dont on a déjà parlé. On va rentrer dans les titres un peu longs. Donc, Ouais. on va parler Ah de oui, La les mort vous va films. si bien. Ah oui, ça y est. De Substance. Et là, du coup, donc la mort vous va si bien. Alors, c'est moi qui l'ai rattrapé entre-temps. Je crois que Colin, tu ne l'as pas vu. Donc, La mort vous va si bien. Donc, ça raconte l'histoire entre un chirurgien qui vit avec la personne qui aurait dû être sa femme. Interprété par Bruce Willis. Voilà, qui est Ah ouais, interprété pardon. par Bruce Willis. Et du coup, bah, il rencontre le personnage de Meryl Streep lors d'une soirée où c'est le seul qui est ambiancé, on va dire, c'est le seul Mhm. qui l'applaudit. Et il va vite se retrouver en couple avec elle et ça va déclencher tout le début du film. Avec cette rivalité entre celle qui Et, aurait dû être sa femme, qui est jouée par je ne sais plus qui, et le personnage de Meryl Meryl Streep. Streep. Et puis l'autre, je sais plus, il y a Voilà. Meryl Streep et. Meryl Streep, c'est celle avec qui va devenir sa femme. Ah oui, c'est ça. Euh, Comment le personnage Ça, c'est dans Allier, Thierry je Frémont, crois. Je crois que c'est personnage dans. clé, d'accord. Et Je m'en souviens plus. du coup, il y a tout un côté un peu cartoonesque que veut donner le film, lié à la mort justement, parce qu'on va rentrer dans du fantastique dans la deuxième partie du film, avec des éléments qui vont évoquer la mort. Et vu que je ne veux pas rentrer trop dans le détail, en gros, on va Plus de jouer. jeunesse. Voilà, du coup, on va jouer pas mal sur ça. Et comme tu faisais le parallèle avec The Substance, il y a clairement un côté proche, mais avec pas le même. Parce qu'il y a une Le substance dans le ton est film pas le aussi. même. Le ton est pas le même du tout, hein, pas le ton du film. Du coup, voilà, le ton est pas le même, la substance est pas la même, elle fait pas la même chose, Non. mais elle fait quelque chose. Et du coup, cette substance donc qu'elle va prendre va entraîner toute la deuxième partie du film qui va changer, qui elle va rentrer dans un côté plus cartoon en tout cas. Dans la première partie, en fait, on va beaucoup passer dans des changements de temporalité. On va bouger beaucoup dans le temps pour montrer en fait tout comme tu disais, tout cet aspect lié à la jeunesse. Mm. Et Zemeckis va être limite surprenant dans la façon dont il enchaîne ça. C'est-à-dire qu'il va enchaîner des passages plus tard dans le temps, etc. Ce qui rend un certain côté très dynamique sur le début du film, avant de rentrer vraiment au milieu du film, vers sa deuxième partie, qui va faire une succession, un enchaînement de situations plutôt absurdes, mais qui fonctionne dans sa diégèse, quoi. Qui fonctionne dans Là, l'histoire. c'est bien de voir Bruce Willis dans un rôle comique, enfin, parce qu'il a une carrière comique, même Une journée en enfer, il a aussi une dimension comique dans le film-là, dans Et ces il a des films-là. cheveux. À l'époque, il avait plus de cheveux. Puis il pouvait jouer maintenant, malheureusement, c'est compliqué pour lui. Maintenant, oui, il a des problèmes Ouais, d'aphasie, je c'est crois. ça, ouais. Et ouais, parler d'un genre réanimateur version comique, bah ouais, ouais. De toute façon, c'est toujours une révisitation des mythes prométhéens ou alors de Faust aussi, qui a la relation de l'homme à la science, en fait, et à la vie, en fait. Enfin, voilà. Mais c'est des thématiques qui reviennent régulièrement dans le cinéma fantastique, en fait. Enfin, Et par rapport à la remarque de le webtrotter, on va pouvoir vous conseiller aussi de voir si vous. Alors, je sais pas si elle est dispo en ligne, mais c'est possible l'affiche qu'a produit l'Institut Lumière sur
sur la rétrospective de Zemeckis qui montre justement Une scène, en fait, une scène, l'image du L'amour lui va film si de bien, en L'amour fait. vous va si bien, et qui est assez caractéristique en fait. Ouais, du film, ouais. Je n'ai pas beaucoup aimé le message de ce film. Alors, il y a effectivement un sujet sur le message parce que finalement, ce qui est un peu bizarre dans le film, c'est que le personnage masculin, c'est un peu lui le centre de l'histoire parce que il se sert de la conflictualité entre les deux femmes. Donc, le film arrive à être quand même plutôt réussi, comme d'habitude chez Zemeckis, sur un aspect formel. Mhm. Mais sur un aspect scénario, avec le recul aujourd'hui, ça peut être un peu difficile de voir que finalement, est-ce que c'est pas un peu ces deux femmes qui se battent pour le personnage de Bruce Willis? Il y a un peu de ça dans le film, on va pas se mentir, et que c'est un peu le personnage de Bruce Willis qui est rarement, enfin qui est pas trop, comment dire, C'est-à-dire que c'est les femmes qui sont au service de l'homme, en fait. ouais, c'est ça. Il y a un petit peu ce côté-là, même si on essaie de tourner en dérision le personnage Bah, c'est masculin, encore une autre il époque aujourd'hui. reste, On voilà, ferait plus difficile c'est que ça ça. aujourd'hui parce que Il reste du central coup, dans l'histoire. C'est peut-être sur ça, je sais pas si c'est sur ça, Claire, que tu voulais le dire, mais moi je l'ai ressenti un peu comme ça en tout cas. Donc je j'ai comprends plus qu'on tout puisse en avoir de la tête, en réserve. fait, là-dessus. J'ai plus tout en tête, du film. Enfin, en tout cas, moi j'ai ça comme idée où vraiment, est-ce que vraiment c'est sain de montrer deux femmes qui se battent pour un mec, tu vois, c'est un peu malsain dans le principe de base. Mmh. Bah, Encore c'est un une peu. vision masculine. On va dire que c'est on Non, va non, mais dire que c'est une vision masculine surtout, enfin. c'est ça. Mais Mmh. c'est pas par rapport à ça. Finalement, le film finalement ridiculise la quête de la beauté chez les femmes, alors qu'elle en fait un film. Alors qu'en fait, pardon, le film commence par le fait que Bruce Willis quitte sa fiancée pour une femme plus belle. Oui, oui, c'est ça. Mais on est vraiment dans des On- trucs masculins, on n'est pas du tout dans une vision féminine. C'est pour ça, du coup, Oui, c'est ça. c'est biaisé. Enfin, Et je pense que The Substance, justement, contrebalance sur ça. un fantasme masculin, en fait, alors que The Substance, Mm. non, ça C'est inverse les ça. choses, en fait, complètement. Mais là, dans The Substance, par rapport à L'amour va si bien, c'est qu'on est encore plus. Oui, c'est ça, et finalement, Bruce Willis devient le héros du film. Mais oui, complètement, c'est ça. C'est vraiment un film très machiste, finalement, hein, globalement. Mm. Alors que The Substance, justement, c'est assez différent là-dessus. Ouais, tout à fait. On dégenre le sujet dans The Substance, on dégenre tout. Oui, On non, dégenre. mais Même si les hommes sont. alors, l'autre auteur, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on essaye de faire passer le personnage de Bruce Willis pour un gros blaireau, finalement. Je Et comprends les hommes par l'intention, extension, peut-être. Sont des mais gros blaireaux. et je pense que c'est justement ça qu'il faut arriver à percevoir dans le film. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la perception naturelle, quoi. C'est vraiment la perception de second, En même troisième, temps, ça reste une quatrième degré des comédie, points. quoi. Bon, Ouais, c'est ça. Ça reste ça une reste une comédie, donc comédie. je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être par ce prisme-là que c'est plus intéressant. Mm. Ouais, ouais. Alors que The Substance, c'est pas une comédie. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a effectivement des films mieux. Si, The si, Substance, je si, trouve qu'il par est mieux les fait effets sur ce gros, plan. l'accentuation de certains effets, Je peut-être. trouve que sur l'accentuation, Ah ouais. voilà, Euh, des certains effets, L'insistance sur certains effets, ouais. The Ouais. Substance est très très drôle. Et même dans le côté très gore aussi, côté Même si le final est tragique quand surabondance, même, mais quand même etc. relatif. Bien sûr. Tragique. Même le côté body horror, c'est pas. Ça fait pas rire en fait. Enfin, moi personnellement, ça fait. Quand on regarde des films, les femmes, les vraies héroïnes du film et Bruce et le méchant. Voilà, bah, c'est des visions qui s'affrontent en fait. Bah ouais, mais tu vois, on peut pas toujours savoir vraiment qui sont vraiment les vraies Moi, je héroïnes, pense que mais c'est les vrais une héros. relation Mais... au genre, en fait, tout Ouais, c'est simplement. ça. Quelle relation on a au genre, en fait, hein, je pense. Oui, alors petit spoil, c'est un peu vrai. Mais après, c'est vrai qu'on peut le voir aussi sur le fait que oui, elles sont détruites aussi parce que elles Bah, se c'est sont des trop objets de acharnées désir, en fait, là-dedans. Ouais. finalement. Elles sont devenues un peu. Comme c'est le cas de. Ça est encore. Enfin, dans le cinéma, en fait, la femme est encore montrée comme un objet de désir, en C'est fait. ça. En fait, il y a une C'est une vision côté machiste, en fait. très satirique de la société. Peut-être que ça rigole, Ouais, ça critique ça aussi. Ouais, Il tout à faudrait fait. revoir, moi, je l'ai pas revu récemment, La mort au va si bien, mais sur effectivement la condition de la femme à Hollywood, de la manière dont elle est manipulée, Ouais. effectivement, ça questionne aussi, hein. Oui, ça laisse tout à fait. Et il y a un changement, heureusement, mais heureusement, ça change maintenant. Il y a de plus en plus de réalisatrices féminines qui écrivent des rôles de femmes, en fait. Tout à À fait. l'époque, c'était pas le cas, en fait. À l'époque pour replacer d'un point de vue historique, C'est il y ça. avait pas de MeToo. Si on replace le film dans le contexte, c'est vrai qu'il y Il a y avait quand pas même encore cette MeToo, volonté de donc, quand même de critiquer fortement le fait de toujours avoir cette acquisition de beauté qui est très ouais. présente dans le film. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien. Mais pour la condition de la femme, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas ce mouvement de MeToo, il n'y avait pas tout ça, en fait. Mm. C'était le film date de la fin des années 90, je crois. La mort vous va si bien.
Je sais même pas, mais même avant, en Il fait. date de 92. Ouais, 92, donc voilà, on n'était pas à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin voilà, du Ouais. coup, il y a quand même une intention dans le film qui Bah, qui fonctionne questionne. et Bah, qui peut ouais, questionner ouais. là-dessus. Et effectivement, moi, je trouve qu'il y a quand même cette idée de pouvoir avoir cet échange-là aussi autour de ça. Je trouve que c'est intéressant, à minima, d'avoir un peu de recul sur le film aussi et le replacer, comme tu dis, dans son contexte pour pouvoir en Historique, ouais, tirer ouais. Bah, je pense aussi, des choses tout en étant capable de le regarder critiquement. Je trouve que c'est surtout, intéressant. ouais, voilà. Bah, c'est bien, ça nous a fait parler. Ouais, et puis moi, je pense qu'on peut passer maintenant au cinéma italien. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir clôturer par la suite. Bah, je Donc, vais pas trop parler, m'étendre parce que toi, t'en as vu aussi, non, peut-être? alors moi, justement, j'ai pas vu, mais si tu veux nous faire le point, moi, j'ai listé tous tes films. Ouais, ouais, il y en avait un, ouais. T'en as, ouais. Ah mince. Divorce à Sûrement l'italienne, le meilleur Pietro monologue. Germi, ouais. Bah, après, c'est vaste, hein, parce que là, Mais n'hésite pas à ce qui est, rentrer peut-être ouais, dans un ou deux ouais, ouais, films sur lesquels tu ouais. veux centrer pour Bah, en peut-être que fait, tu ce veux qui est mettre en avant. intéressant par rapport à tous ces films dans la rétrospective, peut-être, là, je vais dire les titres pour replacer dans le contexte. Divorce à l'italienne, 1961, Pietro Germi, avec les débuts de Stefania Sandrelli, qui était toute jeune à l'époque, il devait avoir 16-17 ans. Comment suis-je tombé si bas de Luigi Comencini en 1974. Alors, c'est encore, on va dire, ouais, enfin, ça traite encore des crises du couple. Fantozzi, 1975, Luciano Salse. Là, c'est vraiment la comédie potache italienne. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, Lina Wertmüller, qui est une des rares réalisatrices italiennes de l'époque, quand même, il faut le dire, et qui est quand même, qui a réalisé plusieurs films qui sont vraiment intéressants, je trouve, dans la réflexion sur les relations hommes et femmes dans les années 70 et même fin années 60. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique 1968 des Torres Scola. Encore l'occasion de reparler du colonialisme. Nous nous sommes tant aimés et Torres Scola 1974. Donc là, c'est vraiment une revisitation de toute l'histoire contemporaine italienne, de l'après-guerre jusqu'aux années 70, autour des relations entre ces trois amis, en fait. Donc il y a beaucoup de flashbacks. On retrouve, comment dire, Stefania Sandrelli, là, encore une fois. Elle est pas on la voit souvent dans la rétrospective, dans 3 films. Séduite à abandonner aussi de Pietro Germi, Divorce à l'italienne avec, Marcello Mastroianni. Après, là, c'est compliqué parce que, ce qui est intéressant, pour parler de manière plus générale, c'est que dans le cadre de cette rétrospective qui est dédiée au cinéma italien entre 1950 et 1980, c'est de voir, en fait, l'évolution du cinéma italien de l'après-guerre à la période des années de plomb, on va dire, parce que le terrorisme en Italie dans les années 70, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, les attentats, enfin tout ça, et de voir que le cinéma a énormément évolué en fait. Euh, hashtag, c'est quoi ton film préféré? C'est un Oula, arrobase, Vincent, hein, pour info. alors, ça veut dire quoi, arrobas? Alors, c'est hâte, c'est pour toi, ça désigne toi. Il n'y a personne. D'accord, ok, cache, paf. Film italien préféré, Parmi la liste ou bah, c'est dans compliqué tous les parce films que italiens en général, Parce que j'ai moi, c'est pas un de. Pasolini, du coup. Non, Oui, non, vas-y. mais là, il est pas du tout, il est Il est pas complètement du tout, voilà. absent en fait. Il est Est-ce que, absent de cette rétrospective. on- pour parler ouais, Moi, j'aime bien Pain au chocolat. Ok, pain et chocolat? Pain et chocolat parce que voilà, c'est un hommage. Enfin, j'aime beaucoup l'acteur Nino Manfredi. Bon, j'aime bien aussi Ugo Tognazzi, Alberto Sordi ou Vittorio Gassman, ou même Marcello Mastroianni, parce que bon, ils sont tous présents dans les films présentés pendant la rétrospective. Mais Pain et chocolat, ça m'intéresse particulièrement parce que en plus, c'est encore des thématiques très actuelles sur l'immigration, sur la place des immigrés dans les pays accueillants en fait, et une manière de le montrer très métaphorique, en fait, très. Moi, j'appelle ça le cinéma, le surréalisme, en fait, italien des années 70, et notamment à travers la carrière de Nino Manfredi, qui est un personnage qui est un peu un clown triste, finalement, qui est à la fois un peu Charlot, à la fois un peu Buster Keaton. Et dans tous les films, que ce soit dans Pain et chocolat ou Miracle à l'italienne, notamment, qui est de lui d'ailleurs, de Nino Manfredi, qui était antérieur à Pain au chocolat, je crois. On voit justement ce personnage de Nino Manfredi qui oscille entre drame et comédie en permanence, et qui illustre dans son jeu aussi l'évolution de la société italienne entre la fin des années 60 et les années 70, avec on va dire encore un reste d'euphorie dans les années 60, et on va dire
le pessimisme des années 70, notamment dans le cinéma de Dino Risi, en fait. Et bon, bah, la société, telle qu'elle était, la société italienne de l'époque, c'était difficile, quoi. Et Pasolini en parle aussi dans ses films, quelque part, avec les années de plomb, le terrorisme et tout ça, quoi. La critique du libéralisme, ou alors les personnages, interprétés par, Gian Maria Volonté, qui était, ben, qui affirmait clairement son communisme dans les films, en fait, hein, clairement, et qui critique le journalisme, enfin, notamment dans, je sais plus, Un viol en première page. Le journalisme sensationnel, j'arrive pas à le dire, désolé. Sensationnaliste. Voilà, bon, c'est difficile de dire un film préféré là-dedans, mais moi, bah, là, c'est Pain et chocolat, bah, par rapport à ce qui monte dans les 37 films qui sont, dans la rétrospective actuelle, moi, je dirais c'est Pain et chocolat qui Et, l- remporte la palme. et sinon, parmi les films que tu viens de citer, quel est le film qui t'a le plus marqué que tu as vu cette semaine? En film italien, Oh, un film italien? moi, j'aime beaucoup Divorce à l'italienne parce que, on a j'aime bien voir Marcello Mastroianni dans un rôle comique, en fait, parce qu'il est plutôt bon comment dire? Comme, acteur comique, et on connaît souvent plus dans des films, dramatiques, mais là, du coup, en comique, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il arrive à le faire, en fait, c'est incroyable. Il arrive à jouer tous les rôles, en fait, Bah, tant mieux. et il a des mimiques dans Divorce à l'italienne. Son espèce face à cette jeune fille qu'il adore, en fait, et il est complètement, comment dire? Tout son jeu d'acteur est dirigé par son désir de cette jeune fille, en fait, qui est aussi, une obsession masculine, hein, Bien on va sûr. pas se le cacher, hein. Les hommes qui sont attirés par les jeunes filles jolies, alors là, c'est vraiment le truc, bateau et classique. Mais du coup, Et vrai. Pietro Germi critique ça, en fait, dans le film, en fait, et ridiculise, en fait, quelque part un peu, ces hommes justement qui sont absolument attirés par la jeunesse, enfin la beauté des jeunes filles, en fait, voilà, enfin. Oui. Ouais, ouais, enfin, c'est vraiment le truc Ouais. bateau, mais ce Oui, qui est bien, mais c'est après, que le ça, le film cinéma critique ça. d'époque, puis le fait m'en parler directement Ouais, depuis mais l'avantage, c'est que le film aborde ce sujet-là 1961. et qu'il le critique en même temps. Parce que Pietro Germi, c'est un peu étrange parce qu'il a accompagné le début de carrière de Stefano Sandrelli, qui est une très belle femme, en fait, très belle jeune femme aussi. Donc, il a une relation avec cette actrice qui est un peu étrange, en fait, aussi en même temps. Mais en même temps, il se sert de ça, de ce qu'elle représente, elle, visuellement, dans la psyché masculine, on va dire, pour critiquer, l'Italie de l'époque, heu les hommes qui décident à la place des femmes, enfin tout ça, quoi, Ouais. et sous le forme de la comédie, en fait. Mais Donc, c'est ce qu'on trouve aussi un peu également dans C'est dans l'heure de mode qui est sorti en début d'année, l'année dernière. Le film c'est italien, C'è ancora del ah fuoco. oui, mais qui est beaucoup plus classique Qui est pour le beaucoup coup, plus classique, etc. Bien sûr. qui est Qui vachement est une pas dans la forme, comédie, du coup. Oui. Qui est oui, plus mais dans le qui du dramatique coup, et qui qui est très dans le film à propos, en c'est ça, fait. mais qui Alors parle que de ça, là, bien sûr. oui, qui en parle, mais trop de manière de propos, en fait. Mmh. Alors que là, dans ces films-là, non, c'est beaucoup plus libre, en fait. C'est suggéré, en fait. Les choses sont suggérées ou implicitement, en fait. Et au premier abord, on peut se dire que c'est des allégories de cette, de ce pouvoir des hommes sur les femmes. En fait, non, c'est une critique, en fait, de ça, en fait, clairement. Mais Et, bon. et avant de se quitter, il y a le webauteur qui parlait de Affreux, sale et méchant. C'est possible qu'on en ait déjà parlé dans l'émission. Affreux, Est-ce que tu voulais dire deux mots dessus, sale et peut-être? méchant, bah là, c'est vraiment la totale. C'est la période des années 70 où on voit on a limite une espèce de complaisance dans le potache, en fait, ou excessive dans le, on montre, on fait une forme de réalisme excessif, en fait. Mais c'est pareil pour le western spaghetti. À un moment donné, on était dans un réalisme factice, en fait, qui était en opposition avec, comment dire? Le western à l'américaine, et là, du coup, dans Affreux, sale et méchant, on est encore plus dans le factice. On en fait une dose, on en rajoute encore pour faire croire à une forme de réalisme, en fait. On est dans le potage presque, normalement c'est excessif. Je sais pas si j'aime particulièrement ce film. Je pense qu'il parle d'une époque où il y a aussi ça dans Fantozzi, qui date de 75 aussi, donc pas très éloigné de Affreux, sale et méchant. Il y a aussi une société italienne qui essaye comment dire, à travers ces films-là, comment dire, c'est excessif, ou à échapper à une réalité, sociale difficile et politique difficile, en fait, en en cassant tous les mythes dans une espèce de vulgarité, excessive, réalisme, enfin, je pense qu'il y a une volonté, ouais, cette Bien outrance sûr. à l'excès, c'est aussi une manière, je pense aussi, de d'exorciser
que le cinéma sert à cette époque pour exorciser en fait toutes les choses dramatiques que vivent les Italiens à cette époque. En fait, je pense à travers cette outrance en fait. Je pense que c'est une manière d'exorciser, le drame, politique et social que traversait, l'Italie de l'époque en fait. Je pense, hein. C'est une manière en tout cas. Et Bah, quelquefois qui passe pas très bien aujourd'hui parce que voilà, ça en fait trop et même Fantozzi qui est censé être une comédie, sur l'absurdité en fait, une absurdité un peu kafkaïenne avec cette espèce d'employé, ouais, qui est coincé dans une société extrêmement hiérarchique en fait, dans une société où, ouais, il y a le patron qui est présenté comme un dieu intergalactique en fait et Fantozzi qui est un peu le souffre-douleur du patron en fait. Donc je pense un peu que ça, oui, voilà, complètement. il y a une volonté de critiquer le système dans les années 70, mais qui est beaucoup plus mélancolique et on va dire, sombre en fait, que ce qu'elle est, dans le cinéma néo-réaliste, ou alors dans la comédie, dans les comédies avec Alberto Sordi dans les années 50-60 en fait. Où là, il y avait encore une idée d'espérance quelque part, même si c'était souvent très cynique. Mais là, dans les 70, il y a plus d'espérance, hein. C'est, l'espoir, il est mort en fait complètement avec les années de plomb et c'est d'ailleurs, c'est ce qui va beaucoup plomber le cinéma italien d'ailleurs. C'est dans les années 80 avec en plus à côté, l'industrie de la télévision qui se développe énormément et qui va quasiment tuer le cinéma de quartier, hein, pour le coup en Italie, en fait. Ben, après, on en a déjà le Web Trotter, je te propose de regarder la rediffusion de l'émission de la semaine dernière. Tu en as parlé déjà, vous en avez déjà parlé la semaine dernière, si tu veux avoir plus de choses, plus de matière sur la vie du film. Par rapport à quoi, pardon? Par rapport au Affreux, Sale et Méchant. Affreux, Célèbres et Méchants? Oui. Il y a une émission sur, Ouais, la semaine dernière, celle de la semaine dernière, vous en avez parlé la ah semaine oui, on avait dernière. parlé, je me souviens plus, on avait parlé C'est là. possible qu'on en soit revenu On dessus. a un peu parlé, après c'est pas évident parce que c'est un sujet, c'est aussi la différence de regard entre le cinéma européen et le cinéma, américain, en fait. Sur la réalité sociale des gens, en fait, tout simplement. Il y a une Puis qu'il y a une lecture différente dans la mesure où, où on va dire qu'il y a, le cinéma européen est toujours très référencé en termes de mythologie latine, en fait, on va dire, voilà. Heu les Américains, ils sont pas dans les mêmes choses, en fait. Ils sont plus, comme on a vu, ils sont directement liés à la religion chrétienne, on va dire, de manière directe, en fait. Alors que nous, on est plus liés finalement, on a fait un autre travail par rapport aux religions. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays européens, même il y a une régression actuellement et beaucoup de films sont plus marqués par les mythologies grecques et gréco-latines, en fait, qui sont antérieures au christianisme, en fait. Alors que les Américains, ils sont encore très là-dedans, en fait. Je vous le disais tout à l'heure, sur la pièce de monnaie, il y a encore marqué In God We Trust. Quand on va, comment dire? Pendant les procès, les gens jurent sur la Bible, enfin bon, c'est la totale, quoi. Donc bien niveau losers sociaux. Ouais, c'est Rocky. Bien niveau losers sociaux en Italie, t'avais sale et méchant aux USA, c'était Rocky. C'était Ben, Rocky, ouais. Donc tu vois, on n'est pas du tout dans les mêmes Loser, regards, en fait. On n'est pas dans un même regard sociologique, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est et chaque fois quand on discute des films, je veux dire, on le voit ça quand même, cette différence de regard entre l'Europe, et les États-Unis et même dans les autres pays du monde, hein, il y a un regard différent, que ce soit en Corée ou au Japon, et et même c'est en Inde, etc. Ouais, et tout à ça nous fait. c'est ça peut-être qui est bien dans le cinéma, c'est que, c'est de s'efforcer aussi à ne pas que parler des Américains qui quand même ont un côté hégémonique sur le reste du monde et de parler d'autres films, d'autres regards qui sont en lien avec d'autres cultures que les États-Unis tout simplement. Bon, du coup, on arrive à la fin. à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez deux, trois mots, deux, trois conseils à dire ou pas avant qu'on se quitte? Bah, là, actuellement, il y avait le festival des Mythoscopes qui présente du coup des courts-métrages de genre. Donc, du coup, il se termine aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui sont sur Lyon, je vous encourage à y aller. Il y a encore deux séances ce soir. Et sinon, mis à part ça, je n'ai rien de mon côté. Bah, on peut dire que ça continue en fait à l'Institut Lumière. Après, il y a des nouveautés à voir toujours, des nouveaux films qui sortent. Après, c'est bien de faire le tri, on peut pas tout voir. Par exemple, je vais pas vous conseiller d'aller voir, Mon psy et moi, même si vous avez envie même si par ailleurs, ça peut être pas Ça va mal de devenir un rigoler un running peu. gag. Ouais, c'est un running gag, Mon psy et moi avec Clavier, ouais. Ouais, même si bon, effectivement, c'est pour bien se marrer, peut-être ça peut être bien, mais même si c'est quand même un humour très lourdingue, hein et bon. Donc, je vous conseillerais quand même d'aller voir
les films dont on vous a parlé, tout simplement. Et puis aller voir aussi les films dont on vous a pas parlé. Parce qu'il y a peut-être des films Bah qui ouais, sont très très ouais, chouettes qu'on et n'a pas pu que voir, en fait, tout et qu'on n'a simplement. pas juste pas vu parce qu'il y a beaucoup de C'est films. difficile, hein. Et d'aller voir aussi des films auxquels ben, vous pourriez être surpris, des films que vous avez très peu entendu parler. Des fois, vous pouvez découvrir des choses assez chouettes, que ce soit des anciens ou des récents. Ah, Alors, je vois pas le projet Silence. un film coréen que j'ai vu ces Oui. temps-ci, le Project Silence, je l'ai vu à Cannes. D'accord. Il me semble que j'avais. Est-ce que c'était bien celui qui se passe sur un pont et avec des chiens? Juste pour pas dire trop de trucs. Et si c'est ça, moi, j'ai trouvé ça. Alors, je suis désolé, hein, j'ai trouvé ça plutôt nul à chier, mais c'est personnel. Mais oui, alors pourquoi j'ai trouvé ça mauvais? C'est parce que. Alors, je l'ai vu en séance de minuit, en l'occurrence, à l'époque. Ça fait un moment hein, qu'il était passé à Cannes. Je crois qu'il y a 2 éditions, un truc comme ça. Et non, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça parce que je trouvais que c'était ce côté catastrophe, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de fondement, en fait, dans ce que ça voulait raconter. Ce qui me faisait penser plus à de la série, même pas B, plus loin, presque du Z, quoi. Mais bon, bref, Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en Oui, on parler aura parce que peut-être l'occasion d'en parler. n'est pas encore sorti, en Et fait, c'est je cool. pense. Et il est sorti déjà? Ouais, tu vois, il y a plein de trucs, moi, je passe à travers. Ah Ah bon, ouais? d'accord, ok. Il Je est crois qu'il sorti? n'était pas sorti encore, moi Il non est plus. sorti beaucoup dans les petites salles? Ah oui. Bah ouais, c'est pareil, moi, il y a des films que je peux pas voir, en fait, bon, pas tout voir. Mais bon, si jamais vous voulez en parler, bah, n'hésitez pas à nous le relancer là-dessus. On pourra aussi en parler avec des gens qui ont peut-être aimé le film, d'ailleurs. Exact. Peut-être toi, du coup. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Ton film Peut-être, d'action favori? Colin, peut-être, toi. Moi, j'aime beaucoup Triple R. Le Project Silence est sorti le 21 août 2024, pour info. Ah oui, Pas d'accord, le effectivement, c'est passé Il y a assez triple R en film d'action. RRR, quoi. RRR. Le SS Rajamouli. Film indien, il faut absolument aller le voir, C'est un c'est trop film bien. tamoul ou un hindi, en fait? Je crois il est en tamoul, il est en hindi aussi, mais Je suis pas sûr du terme, je crois que c'est le Telugu. oui, Telugu peut-être, c'est ça. D'accord. Un truc comme ça. Et du coup, oui, c'est pas un film bollywoodien, c'est un film presque anti-bollywoodien. Ouais, qui Donc change c'est- avec les chants et les voilà. danses. Il y a justement pas ça. On fera une session des séries Z. Alors, on a déjà parlé un peu de certains nanars pour le coup. Donc, il y a peut-être moyen qu'on y revienne de temps en temps. Non, ami, je voudrais l'avis du monsieur qui a trouvé sa nuit lâchée. Pour Project Silence, je crois que je l'ai déjà un peu donné, mais du coup, je comprends pas ta question, Webtrotter. Mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la dernière émission, il y en aura d'autres. Ouais, il y en Donc, on aura aura d'autres. l'occasion de traiter de plein de sujets. Ah, mon film d'action préféré. Ouais, le film d'action, RRR, C'est en une fait. bonne- c'est ce que- bah, Ah, alors, non, non, ça c'était, c'est Colin c'était qui a dit, Colin, mais pardon, moi désolé, je trouve ouais. ça très très bien en termes de films d'action récents. Après, des films d'action préférés, là, comme ça, tout de suite, de but Bon, en blanc, tous. c'est pas simple pour moi à trouver. Everything Everywhere All At Once. Non, même pas, c'est pas dans mes films préférés, Everything Everywhere All At Once, même si je trouve ça très bien. Je serais pas capable de te dire là tout de suite. Alors après, il y a des gros clichés de cinéma. Ouais, bah voilà, City of Darkness. Par exemple, City of Darkness, c'est excellent comme film. Ou alors encore, peut-être le Godzilla Minus One, qui a beaucoup d'action dedans, que je pourrais que conseiller aussi, qui sont vraiment des très très bons films d'action parce qu'ils sont un peu plus travaillés aussi sur leurs propos. Et je trouve que c'est plutôt chouette sur ça. Donc, je vais peut-être conclure sur ça. N'hésitez pas à regarder le replay sur YouTube parce qu'on est sur YouTube sur Coupé, donc le même nom qu'ici. N'hésitez pas non plus à faire des retours dans les commentaires sur les choses qui pourraient être améliorées pour les futures émissions. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez pas louper les prochaines émissions et à regarder le calendrier qu'il y a dans la bio sur Twitch. Et n'hésitez pas à partager non plus à vos proches ou des personnes qui seraient intéressées. Et est-ce que quelqu'un veut dire le nom de l'émission? Coupé!